dialogue social est un sujet qui occupe et préoccupe tous les professionnels de la fonction RH et qui occupera peut-être les étudiants de demain. Et on cherche toujours des clés, des bonnes pratiques, des méthodes et des outils pour s'améliorer dans le domaine du dialogue social. Sachant qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques, on n'a pas tous les mêmes organisations, on n'a pas tous les mêmes histoires. Mais notre objectif est commun et partagé, faire en sorte que le dialogue social dans nos entreprises, dans nos associations, y compris dans la fonction publique, soit le meilleur possible, le plus constructif possible. Et pour ça, on espère bien que vous allez nous apporter quelques petits trucs. On en a amené. Donc je vous donne la parole à vous deux, parce que vous allez faire un duo. C'est ça? Tout à fait. Allez, bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Allez, voilà. Merci beaucoup. On le reprend? On va l'arrêter comme ça. Voilà. Comme ça fait pas de l'arsène. J'ai été présenté, je vais vous proposer que ce soit Pierre maintenant qui se présente. Oui, je vais fermer la porte, comme ça on est bien. Tac. Comme ça on reste entre nous. Voilà. Alors un grand merci déjà à Marc et un grand merci à Thomas de nous confier cet espace et puis d'avoir mis en place, à participer à l'organisation de tout ça. Moi je suis Pierre, lui c'est Jérôme, je vais vous la faire courte, on travaille depuis 22 ans ensemble sur des thématiques qui ressemblent à ce que vous êtes en train de voir, avec une petite touche supplémentaire de croustillant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier quand ce dialogue-là, quand ça se passe moins bien que ce qu'on aurait voulu. Voilà, quand il y a des grains de sable et quand c'est pas fluide, etc. Bon, heureusement, de temps en temps, c'est fluide, hein, de temps en temps, ça se passe bien. Voilà. Donc Jérôme et moi, nous avons des activités comme le coaching d'équipe, de dirigeants, etc. On fait plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a mis ça de côté et on est venu partager avec vous une réflexion philosophique, une réflexion intellectuelle sur, OK, comment on peut faire pour repérer quand ça va déraper, si on peut anticiper un peu, et comment pourrions-nous faire pour, j'aime bien l'idée des bonnes pratiques, mettre en place, en médecine, il y a des bonnes pratiques médicales. Peut-être que dans nos disciplines, il y aurait des bonnes pratiques relationnelles pour peut-être stimuler l'autre et lui dire « je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, j'ai envie de continuer à avoir un dialogue constructif, ça ne m'intéresse pas d'être dans la bagarre ». Voilà. Bon, après, on n'est pas angélique non plus, on sait ce qui se passe. Voilà, Jérôme, ce que je pouvais dire sur notre introduction. Donc, il y a des mots bizarres, hein. Il y a les pièges, il y a les jeux. Alors, le dialogue social, bien sûr, mais nous, on a rajouté des choses. On a rajouté le mot jeu, on a rajouté le mot psychologique. On y est allé fort, non? Ah ben, dis donc. Ouais. Alors, nous nous retrouvons il y a quelques années avec une demande qui nous est faite, qui est, en 2017, la France s'est équipée d'une nouvelle institution qui s'appelait les CSE. Donc, derrière la loi El Khomri, il y a une remarquable idée qui on va créer une instance dans laquelle les gens vont pouvoir se rencontrer. D'un côté, les responsables des organisations, des entreprises, puis d'un autre côté, les responsables des relations avec l'entreprise depuis le point de vue des salariés ou des agents. Et l'idée a été remarquable puisque maintenant on avait quelque chose d'institutionnalisé, seulement humain trop humain. On se retrouve avec des enjeux qui peuvent être des enjeux personnels, des enjeux politiques, des enjeux va savoir, et le dialogue devient un lieu de combat, au lieu d'être un lieu de rencontre, un lieu de combat. Et la question c'était, est-ce qu'on peut, dans le dialogue social, avoir des points d'entrée pour pouvoir dire, ici, on va mettre de l'énergie, parce que nos interlocuteurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, nos interlocuteurs ont l'intention de résoudre le problème ou la problématique qui se présente, ou bien il ne faut pas qu'on mette de l'énergie, on va s'user, on va s'abîmer, on va faire de l'escalade et on va faire le contraire de ce qu'on cherche. Donc le dialogue est bloqué. Nous, ce soir, on a envie de vous présenter une grille de lecture, un champ d'observation qui contient en plus une éthique. Une éthique qui est, je dis le mot, une éthique qui s'appelle la compassion. Je suis toujours très embêté quand j'utilise ce mot-là, parce que la compassion, ça ne fait pas beaucoup vendre. Ce qui fait vendre, c'est le conflit. On ne va pas au cinéma pour voir des gens bien s'entendre, on va au cinéma pour voir les gens dans le conflit. Du coup, nous, un peu comme des scénaristes de cinéma, on a envie de vous montrer comment s'articule la mécanique du conflit, l'escalade du conflit, à quel moment on s'est observé, ici, ça va se bloquer, est-ce que j'ai des moyens? Alors, nous avons des moyens. Et ces moyens, ils passent par cette terminologie que nous allons défendre, qui s'appelle les jeux psychologiques. Et on va vous inviter à apprendre à jouer des jeux psychologiques en les déjouant.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu psychologique? Ça va être notre thème. On a 1h30 à passer avec vous pour que vous imaginiez avec nous, dans votre tête, projetez-vous des situations dans le domaine du dialogue social où vous savez que vous avez vécu des moments où vous dites « là, ce que je vais dire risque d'aggraver la situation. Là, la personne est en train de me montrer qu'il n'y a pas de dialogue possible. Là, la personne est en train de me faire une demande qui n'est pas acceptable. C'est bon, il faut qu'on aille au bout de la conversation. » Donc cherchez un peu des situations comme celle-là. Vous allez en trouver plein dans les familles. Hein. Là où il y a le plus de jeux, c'est dans les familles. Et la surprise que nous avons, nous, eue, c'est découvert que tout le monde joue, même les gens les plus sérieux. Vous êtes des gens sérieux. Tout de même. Vous avez affaire à des gens sérieux. Et pourtant, il y a un terrain qui s'appelle le terrain des jeux psychologiques. Donc ça, c'est l'articulation de notre présentation ce soir. D'un côté, imaginez avec vous des situations qui sont des situations de blocage ou de développement ou d'entretien du dialogue social. Et de l'autre côté, une grille de lecture de ce qu'on appelle les jeux, qui sont le moyen de bloquer le dialogue. Donc c'est avec ça qu'on est venu aujourd'hui. Je n'ai pas encore employé le mot magique, parce qu'il y a des gens qui savent que nous arrivons avec un outil que beaucoup de gens connaissent, en particulier dans les métiers des ressources humaines. Il n'est pas rare qu'on apprenne, qu'on entende parler d'un outil d'observation des conflits qui s'appelle le triangle dramatique. Ça va être notre plateau de jeu, notre grille de lecture. Mais on est d'abord venu pour considérer avec vous toutes ces situations dans lesquelles le dialogue semble en danger et où, bien sûr, armé de votre meilleure bonne foi, c'est ça, hein? Et alors? Vous avez envie que le dialogue reste ouvert. Bien sûr. Alors, d'où on part? Je suis sûr que vous avez entendu parler d'une discipline qui s'appelle l'analyse transactionnelle, qui était une discipline qui remonte aux années 1950. Il y a un monsieur qui s'est penché dessus, puis c'est lui qui l'a inventé, qui s'appelle le docteur Eric Berne, qui est un psychiatre canadien, qui a émigré aux États-Unis, qui ne voulait pas du tout faire ce que faisait Freud, il ne voulait pas qu'on s'allonge pendant des années pour parler de nous. Ce qu'il disait, c'est « moi je vais analyser des transactions et on va apprendre à analyser quand quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui s'est passé à tous les niveaux. Le ton de la voix, les gestes, l'expression du visage, les sous-entendus. Est-ce qu'il y avait des sous-entendus? Est-ce que c'était propre? Est-ce que c'était pas propre? Qui dit quoi? Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Des jeux et des hommes. Si vous voulez, un jour vous tombez dessus, c'est un best-seller. Pas facile à lire, j'ai retrouvé mon exemplaire de 1999. Je me suis arrêté à la page 142 sur 200 parce que c'est fort ce qu'il a fait. Berne a analysé une centaine de jeux psychologiques, il leur a donné un nom. Et c'est compliqué à lire parce qu'au bout d'un moment, c'est de la mécanique, c'est super complexe. Donc, on part de là, et nous, on ne s'est pas arrêté là, on est allé un petit peu plus loin parce qu'on a fait une rencontre inouïe dont on vous parlera, le fameux docteur Stephen Benjamin Karpman. En 2007, nous le rencontrons, et lui, il a fait un cadeau à tout le monde, il a dit « Oh, vous n'avez pas à lire le livre d'Eric parce qu'il y a 100 jeux, c'est long à lire, je vais vous donner une méthode pour repérer les 3 façons de casser les pieds aux gens, et je vais vous donner une méthode une antidote pour contrer ces 3 casse-pieds-là, si vous voulez. Comme ça, on fait 3 et 3, c'est peut-être mieux que 100. Donc ça a beaucoup plu à tout le monde, c'est comme ça qu'il est devenu célèbre, sous un nom on va revenir dessus, parce que triangle dramatique, c'est qu'une partie, une jolie partie, mais c'est une partie, et il y en a une autre qui est beaucoup mieux, donc on va en parler. Voilà notre programme du jour. Moi, je suis curieux de savoir, Jérôme, en quoi ça intéresse notre public aujourd'hui, c'est-à-dire des DRH, de futurs DRH, de futurs personnes qui vont être confrontées au dialogue social. Pourquoi eux et pas d'autres? Je ne peux pas prendre le temps de vous demander individuellement. Vous devez avoir une raison d'être venu. Peut-être parce qu'il y avait la lumière, parce que le titre de la soirée vous intéressait, ou parce que Thomas vous oblige avec... Thomas, je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je peux partager avec vous, c'est l'expérience de personnes que j'ai rencontrées et qui sont dans le domaine des ressources humaines et du dialogue social. Et ils nous disent, nous, armés de nos meilleures intentions, nous utilisons à la fois le langage de l'entreprise, le langage juridique, le langage social, puis après ce qu'on sait faire le mieux pour avoir une communication saine, et de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, ça nous vient dans la figure, parce que les gens utilisent contre nous les choses qu'on leur dit. Ils s'arrêtent sur un mot, ils s'arrêtent sur une expression, et hop, ils attrapent une petite maladresse, une erreur que j'ai commise, et puis ils l'utilisent contre moi. Donc quand j'ai eu ce témoignage, je dis, c'est la définition du jeu psychologique. Jeu psychologique. Un jeu psychologique repose sur la logique suivante. Je vais m'arranger pour que Pierre réagisse d'une manière que je vais pouvoir lui reprocher. Par exemple, Pierre, est-ce que tu m'autorises à t'envoyer une savate? Je t'en prie. Voilà. Mais on reste copains quand même. Ouais, c'est pour le show. C'est pour la démonstration, ok, vas-y. Pierre, comme j'ai vu que tu n'étais pas super à l'aise avec ce thème, je te propose de m'en occuper.
Voilà, là j'ai tout de suite envie de lui faire du mal physiquement, voyez-vous, parce que j'ai pas besoin de ça, vous voyez, je suis très bien. Je sais pas ce que tu as interprété, mais c'est pas bien. Bah, Voilà. je demande qu'à t'aider, pourquoi Voilà, tu donc t'énerves? j'ai eu une réaction, il en profite, il se sert de ça contre moi. Oh, oh. Maintenant il peut jouer, oh moi je demande qu'à t'aider. Ouais. Bon, Non. ça. Au Ouais, ralenti, hein, c'est ce qu'on appelle un jeu sauveur. Je viens, je fais semblant de lui vouloir du bien, je minaude, je me casse en deux. Tu sais Pierre, je pense que peut-être là, tu vas peut-être avoir des difficultés, donc je vais t'aider. Et donc, je ne sais pas sur quoi lui, il va être agacé. Il peut être agacé sur les minauderies, il peut être agacé sur le fait qu'il ne m'a rien demandé, puis je lui propose de l'aider, puis surtout je lui impose ça devant vous. Donc il y a plein d'ingrédients qui font que Pierre peut réagir en dehors de sa zone que je lui connais très bien, qui est l'intelligence. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il m'engueule, je t'ai rien demandé. Et moi, je vais lui reprocher d'être agressif. Pourquoi tu es agressif? Moi, je ne demande qu'à t'aider. Oh, ben si c'est ça, alors je me retire. Ah. C'est ce qu'on appelle un jeu psychologique, et même le docteur Cartman appelle ça un drame, c'est-à-dire qu'il s'est joué une petite séquence, et vous, le public, quand ça se passe devant vous, nous, quand nous sommes dans le public, on peut parfois deviner comment ça va finir. Dans un CSE, je suis sûr que parmi vous, ceux qui avaient été des animateurs dans un CSE, vous saviez, vous avez vu arriver la balle, dire « Ah, ça y est, là, la chose que la personne vient de dire, si je réponds ça, je suis mort, si je réponds ça, j'ai l'air d'une andouille, si je réponds ça, je n'ai pas résolu le problème, perdons, perdons, perdons. » La question c'est, est-il possible de contourner cette manœuvre? Oui. Y a-t-il une réponse pour Pierre, pour sortir avec à la fois de la dignité, mais aussi avec son intégrité personnelle? C'est deux mots qui sont très forts et importants pour nous, dans nos valeurs à nous, dans les ressources humaines. La dignité, dire que c'est terrible de perdre sa dignité, parce que j'ai répondu à un jeu qui a été lancé, je me rends compte que ce que je viens de répondre, c'est pas digne de moi. Et puis l'intégrité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commet une erreur de communication comme ça, parce qu'on s'est retrouvé dans une mauvaise partie psychologique, je suis sûr que ça vous arrive un jour, alors pas forcément au travail, vous êtes dans votre voiture, vous tapez sur le volant, oh, pourquoi j'ai dit ça? Mais quelle andouille, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit ça à la place? Et je me sens mal parce que, ou bien je me sens honteux, je me sens coupable, je me sens idiot, bref, j'ai perdu ma dignité sur le moment, mais j'ai aussi perdu mon intégrité. Alors ce que je mets derrière l'intégrité, c'est, je me reconnais pas, c'est pas moi. Comment font les gens pour que je m'embarque comme un idiot, ce qu'on appelle au théâtre le dindon de la farce? J'ai été le dindon de la farce. Ça, c'est notre sujet. Mais tu ne fais pas le bruit du dindon. Permets-moi de résumer en 3 mots, dans un contexte donné. Voici la définition qu'on pourrait se donner ici d'un jeu psychologique. Dans un contexte donné. Réfléchissez à différents contextes. Et vous avez commencé ce matin la négociation sociale avec Marc, c'est ça? Et bien, dans certains contextes, les acteurs en présence. Vous êtes-vous déjà dit, oulala, il est là, lui? Je ne savais pas qu'il était là. Mon Dieu. Bon, je sais qu'avec certains acteurs ou actrices, ça va démarrer. Parce qu'il y a des gens qui ont des jeux coutumiers à lancer. Il y en a un qui arrive, il fait la gueule. L'autre, il va arriver, il fait un autre truc. Lui, il va commencer par faire un scandale. Et après, il me dit, non, mais tu comprends, c'est que je suis obligé. Ah bon, d'accord, ok. Les acteurs, les enjeux. Alors, je vais faire un jeu de mots. Plus les enjeux augmentent pour les uns et les autres, plus les risques de jeu psychologique augmentent. Alors là, on peut regarder aussi dans nos contextes. Et le dernier, c'est il y a des historiques. Alors, l'historique, ça veut dire vieux dossier. C'est-à-dire là, c'est pas la première fois qu'il me le fait, on a déjà un truc, on n'a pas réglé, on a un contentieux, bon, ça monte. Voilà. Vous prenez ces 3 indicateurs, moi j'appelle ça des variables d'ajustement. Vous pouvez ajuster ça et en fonction des curseurs où vous le mettez, il va falloir que nous fassions monter notre vigilance. L'outil que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui, moi, je vous dis ce que j'ai pu faire avec, c'est je suis un petit peu plus conscient de à quel moment il faut que je sois un tout petit peu plus vigilant, en restant naturel, c'est-à-dire en restant le Pierre que je connais, moi je me connais. Mais j'ai monté mon niveau de vigilance parce que je me dis ça peut partir. Je peux être provoqué et faire une erreur, répondre un truc et je vais passer pour le dindon de la farce. Quelqu'un pourra me faire une réplique du genre « mais c'est vous qui êtes agressif, monsieur Agnès ». Et je me suis laissé embarquer, je ne sais pas ce que j'ai fait, oui j'ai dû monter le ton, j'ai dû faire un geste de mépris, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne me suis pas vu. Ok, donc moi je le résume comme ça, et nous pourrions peut-être enchaîner sur... Oui, je t'en prie, vas-y, parce que je suis parti, moi je suis chaud là, ça y est. Oui, j'ai envie, ça y est. Alors oui, je pose la question. Première chose, dans ce que nous voudrions poser avec vous aujourd'hui, c'est encore faut-il reconnaître un jeu psychologique. Et encore faut-il reconnaître que ça a démarré. Donc c'est la première clé de lecture, c'est le repérage. À quoi on reconnaît ça, Jay? Je dis Jay parce que c'est un pote. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Quand je discute avec quelqu'un et que je ne devrais pas me sentir mal à l'aise, si je me sens mal à l'aise, il y a sûrement eu un virus dans la communication. Ce virus, c'est une invitation à jouer.
Une invitation à jouer, c'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être un adverbe sur lequel j'écrase. Est-ce que tu crois vraiment qu'on peut leur dire ça? Ah, vraiment. Moi, c'est vraiment, je l'ai pris là. Pas quoi faire avec vraiment. Tu pourrais quand même, me téléphoner plus souvent. Déjà, tu pourrais me téléphoner plus souvent, c'est lourd à prendre, mais quand même. Hein. Et puis après, on a des effets aussi physiques comme des penchés de tête. Ah non. Oui ah non, pas celui-là. Celui-là, je l'aime pas du tout. Non, parce que, bon. Il a encore rien dit dans le contenu qu'il y a déjà des trucs sur lesquels on pourrait accrocher, vous voyez. Avec pourquoi il dodeline. Notre discipline va consister non. Alors, repérer quand je sais qu'il y a un jeu, c'est important, mais notre discipline est une discipline de self-défense sur un axe très particulier qui est la résistance. Quel est mon degré de résistance aux gens qui se plaignent? Ah ouais, non, mais j'y arrive pas, de toute façon, on ne nous donne pas les moyens, personne ne nous écoute, de toute façon, on n'a pas les budgets. Vous tenez combien de temps si je fais l'andouille comme ça? Sur scène, en jouant, en faisant l'andouille, hein. Vous tenez combien de temps avant d'avoir envie de m'envoyer des fléchettes ici? Empoisonné. Parce que j'ai compris, il fait l'andouille, il m'énerve. Combien de temps vous tenez devant l'agressivité? Mais monsieur, d'abord, je vous interdis de me parler sur ce ton, et si vous aviez une once de dignité, vous ne parleriez pas comme ça. Vous tenez combien de temps quand quelqu'un s'approche de vous comme ça? Donc, il y a des gens qui diront, moi, l'agressivité, l'hostilité, c'est pas agréable, mais je suis résistant. Je sais marquer ma distance, remettre un espace. Et d'autres, dans le groupe, pourraient me dire, moi, bah oui, je craque, je ne sais pas quoi faire, donc je m'enfuis, ou bien je contre-attaque, je montre aussi que j'en ai. Bien sûr. Quand les gens chouinent, vous pourriez dire ici, bah moi j'ai beaucoup d'empathie, donc ok, c'est désagréable, mais je sais gérer ça, bon an, mal an, je sais récupérer, faire parler les gens, leur obtenir d'eux ce qu'ils veulent me dire. Et d'autres, dont je crains de faire partie, vous diront, moi, une personne se plaint une fois, je lui fais une proposition, elle se plaint une deuxième fois, je l'envoie sur les roses. C'est qui le méchant? Quand quelqu'un vous dit je vais pas bien et que vous l'envoyez sur les roses. Donc cette discipline consiste à apprendre, alors vous avez 3 trucs à apprendre, donc ça va être assez simple, mais surtout à mesurer chez vous à quel moment, moi, je perds l'accès à mon intelligence. Que les solutions, comment on répond à quelqu'un qui m'adresse un jeu psychologique, nous savons par expérience que vous les avez. Donc on va vous dire, voilà ce qu'il faut dire dans ce cas-là, mais vous allez dire, ouais, je le savais. Et moi, je vais vous dire, pourquoi tu ne le dis pas? Ben, parce que ça m'énerve. Donc, quand on dit ça, je sais qu'il faut dire ça, mais je n'ai pas envie. Donc, il y a toute cette mécanique sur laquelle on va travailler. Et quand on est dans le dialogue social, on est supposé représenter, on est supposé s'adresser avec dignité à des gens qui ont des choses légitimes à nous dire et qui peut-être essayent de nous atteindre par des portes. Donc, eux, ils jouent leurs cartes. C'est encore un jeu. Et donc, est-ce que moi, j'arrive à maintenir ma dignité, mon intégrité? C'est là-dessus qu'on se situe. Ouais. Il y a plein d'expressions en français. À quoi tu joues? Rentre pas dans son jeu. Fais gaffe, c'est un double jeu. Bref. Et si on montrait Je vois dans ton jeu. Je vois dans ton jeu. C'est un jeu de dupe. Nous avons un extrait pour vous. On a sélectionné pour un petit bonbon du soir. Si vous avez vu passer ce film, il est passé un peu en dessous des radars, mais je voudrais qu'on vous montre ça. Est-ce que vous avez entendu parler du film qui s'appelle Oui mais? Oui mais, ça vous dit quelque chose? Oui mais comme les gens qui répondent oui mais quand vous leur proposez quelque chose. Hein. Bon. Ok, Oui mais est un film génial d'Yves Lavandier avec Gérard Jugnot. Alors là on fait l'unanimité parce que Jugnot psychothérapeute, ça vaut le détour. Il est fabuleux et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Églantine Laville, une ado. Et dedans, ils se sont servis dans toute la banque de données de l'analyse transactionnelle. Il a une définition des jeux, Jugnot, à un moment donné. Vous allez voir, on vous a pris 3 minutes, un petit extrait de 3 minutes. J'attire votre attention sur une scène qui pourrait être dupliquée dans n'importe quel contexte. Là, on n'a pas un enjeu très important. Ce sont 2 jardiniers de la ville, de l'espace public, qui discutent. Et vous allez voir comment ça démarre. Il y en a un qui lance un truc, l'autre qui répond un truc qu'il ne faudrait pas, ça monte. Il y a une petite escalade, comme ça. Et bim, à la fin, il y en a un qui est le dindon de la farce. Devinez qui? Vous allez voir, et c'est Jugnot qui nous l'explique. Donc c'est un petit bonbon du soir, juste pour vous, comme ça illustre notre propos. C'est parti, tu dois remettre le son, rappelle-toi. Ah oui, mais il y est. 3 minutes, il y aura une interro après. Hein. Donc observez bien, prenez des notes. C'est parti. Et voilà, tu remportes le pli avec un 10. Bravo Mireille. J'ai toujours dit que Mireille faisait une excellente morte. Ça demande une certaine vivacité d'esprit de faire la morte. C'est toi ma petite fille? Bonjour. Bonjour Églantine. Mister Douceur a appelé pour dire qu'il est libre tous les soirs de la semaine. C'est qui ce mystère? Ton prof d'anglais? Un copain?
bien, j'espère. Enfin, maman, j'ai plus 12 ans, merde. Oui, ben moi, je suis encore ta mère. C'est quoi ça? C'est son numéro? Alors là, je te préviens, si tu l'appelles, je te claque le scandale du siècle. Moi, je suis ravie que ma mère me donne des conseils. Vous avez remarqué, quand vous disputez, c'est toujours le même scénario. Ça commence toujours de la même façon, ça se termine toujours de la même façon. Dans mon métier, on appelle ça un jeu. Vous avez peut-être constaté également que Denise Laville, la mère d'Églantine, est une très grande joueuse. Par exemple, avec Mireille, sa partenaire de bridge, elle joue à 2 jeux très différents. Un premier jeu évident qui s'appelle le bridge, et un jeu de pouvoir qui consiste à rabaisser Mireille. Ce deuxième jeu est un jeu psychologique inconscient. En ça, Madame Laville nous ressemble, car nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Cet échange délicat entre Monsieur et Madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Et elles sont régies par des règles fixes. Parfois, nous jouons en toute conscience. Parfois, nous n'en avons pas conscience. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? La grande différence entre les jeux sains et les jeux psychologiques, c'est que ceux-ci fatiguent et font souffrir les joueurs. Les jeux psychologiques sont nombreux et variés. Mais chacun de nous en a un ou deux qu'il préfère. Monsieur Chanteau, par exemple. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde... T'as pas de babysitter? Les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien, si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Monsieur Chanteau présente un problème, fait croire qu'il est à la recherche de solutions, mais dès qu'on lui en propose, il s'ingénie à les dénigrer les unes après les autres. Dans mon métier, on donne un nom aux jeux psychologiques. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais tu oublies que... Oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas si sûr. Oui, mais est un des jeux les plus pratiqués sur cette planète. Voyez un peu la tonalité, si vous avez l'occasion, c'est un peu dans le... Il y a un petit goût de... La vie est un long fleuve tranquille dedans, vous voyez, c'est un peu fait, un peu comme ça, donc ça ressemble à ça. On ne va pas les apprendre, les 100, hein. Donc il y en a 100, alors il y a oui mais, il y a machin, il y a des noms, il y a tout ce que vous voulez. Je vous propose qu'on aille directement, et sans y passer un temps fou, parce que derrière, ce qui nous intéresse, c'est l'antidote, sur les 3 façons de casser les pieds, de démarrer un jeu psychologique. Il y en a que 3, hein, voilà. Après on peut faire des combinaisons, hein, si on est un grand mauvais joueur, on peut faire des combinaisons. Le fameux, la méthode avec le fameux triangle de Stephen Karpman. Je vais nous donner une permission avant qu'on y aille, parce que ce qu'on va vous présenter, voilà, évidemment, Pierre et moi, on est convaincus. Les gens que nous avons rencontrés qui l'ont mis en œuvre étaient convaincus. Et puis, il y a une chose que j'ai besoin de dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Ah ben. Moi, je connais la méthode, mais il y a des fois, je n'ai pas envie. J'ai envie de me faire la personne qui est en face. C'est méchant, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et j'ai l'élégance de savoir quand je le fais. Donc, plus sérieusement, ce que je mets derrière ça, c'est vous avez eu l'occasion, peut-être dans votre vie, je pense aussi à nos CSE, à un moment donné, vous avez craqué. Et vous êtes monté. Ou bien vous êtes descendu, peu importe, vous avez joué, on verra, ou persécuteur ou victime. Pendant que vous le faites, vous savez que c'est pas bien, mais ça fait du bien. Pour nous, ce qui est important, c'est pas est-ce que tu as fait... Il n'y a pas de jugement dans nos travaux. C'est est-ce que tu sais que tu l'as fait? Parce que c'est ça qui est le plus grave. C'est si moi je rentre dans la boucle des jeux psychologiques, que je suis moi-même un acteur des jeux psychologiques, et que je feins de l'ignorer, les choses deviennent plus compliquées. Et il y a une injustice, c'est que si je suis représentant d'une instance, comme une entreprise, une organisation, une association, bah, moi j'ai un devoir supplémentaire que je dois garder ma dignité et mon intégrité. Il y a une chose qu'on peut faire quand on a perdu sa dignité pour garder son intégrité, c'est de reconnaître. Oui, ce jour-là, j'ai craqué. Oui, ce que j'ai fait, c'était pas OK. Je le reconnais. Donc il y a une bonne nouvelle pour moi qui est qu'on n'a pas besoin d'être parfait,
on a besoin d'être lucide. Si nous sommes lucides, ben à ce moment-là, je peux apprendre la technique qu'on va vous montrer, qui est assez exigeante, et je peux aussi apprendre à simplement travailler ma lucidité, qui est, je sais quand je le fais, je sais quand je le fais pas, je sais quand ce que je fais est de bonne qualité et quand ça l'est pas. Il peut m'arriver de dire à mes filles, mais je m'énerve pas, j'explique, avec une mauvaise tête, comme ça, et pendant que je le fais, je me dis, tiens, et après je suis pas fier, je dors mal, je suis pas un bon père, enfin bon. Ouais. Donc, tiens, permets-moi de rajouter quelque chose. On va surveiller, mais des fois vous allez laisser passer. Hein. C'est comme dans Matrix. Vous allez la voir, la Matrix, vous allez voir passer des jeux tout le temps. On en laisse passer 9 sur 10 parce que, vous savez quoi? Les acteurs, le contexte, les enjeux, ça sert à rien, je laisse passer. Mais de temps en temps, parce qu'on est attaqué, parce que je dois répondre, parce que je suis devant des gens, parce que ceci, parce que cela, je dois y aller. Et toute la question, c'est quand j'y vais, je vais tenter de ne pas commettre l'erreur que l'autre veut me faire commettre. On est juste à cet endroit-là. Donc on peut se détendre aussi avec. Voilà. Une anecdote vécue dans votre métier. Ouais. Après, on va là. J'ai besoin de vous raconter ça. Une de vos collègues travaille avec nous sur un cas que nous, on ne considère pas un cas d'école, mais un cas perdu d'avance. Donc, une personne qu'elle a en face d'elle qui est outrancièrement misogyne, agressive, condescendante et qui bloque. Et donc, on travaille là-dessus jusqu'au moment où j'attends que la personne me dise « tes outils ne marchent pas ». Je dis « est-ce que mes outils… Alors, si mes outils ne marchent pas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Puisqu'en effet, on a tout essayé. Alors, nos outils ne marchaient pas. Parce que quand on a en face de nous quelqu'un qui est intoxiqué dans le désir de faire du mal, de toute façon, il n'y a pas d'outils. Et du coup, le travail qu'on a fait ensuite, c'est le travail sur soi, qui est comment toi, tu peux retrouver de la bonne humeur, ton intégrité, ne pas perdre ta dignité une nouvelle fois, parce qu'à chaque fois que cette personne que j'avais rencontrée côtoyait cette autre personne, ben, il montait tous les deux dans les tours, donc à chaque fois, elle perdait. Et l'idée, c'était de travailler sur comment, moi, je retrouve une énergie positive et comment, de cette sale histoire sur laquelle il n'y a pas de solution, il n'y a pas toujours de solution, comment je m'en tire avec le plus possible de confiance en moi-même. Donc, il y a voilà la plage sur laquelle on vient vous voir. Et retrouver mon sommeil aussi, des fois, parce que… Alors, le triangle, oui, quand on arrive, nous, en 2007, on fait une rencontre extraordinaire avec Steve Karpman. Moi, je croyais qu'il était mort. D'ailleurs, on lui dit, Steve, t'es là? Oui, il dit, ouais, bien sûr. On le rencontre aux États-Unis. Et il nous fait sa démo du triangle, machin. Et donc, je lui montre le triangle que j'ai compris. Je lui dis, c'est ça le triangle de Karpman? Il me répond non. Il me dit, c'est pas ça le triangle de Karpman, c'est pas ce truc-là. Ça, ce que vous voyez, c'est la face A, comme les vinyles. Vous savez, face A, face B. Et il y a face A, c'est la partie dramatique. Drama, c'est le théâtre, hein, en anglais. Et donc, c'est la partie où la personne joue victime, où la personne joue ceci. Donc, c'est des jeux. OK. Et il y aura une phase B. Et la phase B, je voudrais qu'on en parle tout à l'heure, parce que c'est ça l'antidote. Moi, ça a été ma découverte. On m'avait parlé de ça dans ma formation de coach, tout ça. Personne ne m'avait dit qu'il y avait une phase B. Donc, venez, on prend quand même quelques minutes sur la phase A, puis après, on se concentrera sur la phase B. Qu'est-ce qu'il y a sur la phase A? 3 manières de casser les pieds, 3 manières de briser la soirée, 3 manières de bloquer le dialogue. On est en CSE, et la personne qui est en face de vous a moins d'arguments ou de billes que vous. Donc, pour pouvoir jouer sa partie, qu'est-ce qu'elle va faire? Essayer de vous faire commettre une erreur. 3 manières d'aller agir sur mes nerfs à moi. Je m'imagine, moi, je suis directeur des ressources humaines, je suis mon représentant de mon organisation au CSE, j'ai en face de moi 3 représentants du personnel qui ont décidé de se faire le pianiste. Et pour ce faire, ils n'ont qu'à faire un truc dont vous savez déjà, parce que je vous l'ai dit, ils n'ont qu'à jouer victime, c'est-à-dire se plaindre. Oui, alors on ne nous écoute jamais. Voilà. Oui, alors vous, on vous avoue, mais c'est pas vous qui avez le plus de pouvoir. Moi, et moi, j'ai en face de moi des gens qui s'effondrent. Et moi, ça m'agace. Du coup, j'ai envie d'utiliser mon talent oratoire et de leur renvoyer dans leur figure. Et dès que je l'aurais fait, bien sûr, j'aurais perdu. Et tout ça est écrit dans le rapport. C'est marqué. Et ça va revenir. Et je vais sans doute voir les dents de la mer. Alors, 3 manières de casser les pieds. Pourquoi est-ce qu'il y a un ballon de basket? C'est parce que Steve Karpman, il l'a découvert avec le sport. Et il nous dit, moi j'aime le basket, j'aime les 49ers de San Francisco, regarde le foot américain. Et puis il dit, j'ai remarqué qu'il y avait 3 feintes possibles. Et ces 3 feintes, vous pouvez les reporter dans n'importe quelle relation humaine. La première, il dit, il y a des gens qui jouent les gros bras. Vous avez remarqué dans le sport, n'importe quel, je passe en force, je suis agressif. Ce qu'il appelle, lui, le rôle de persécuteur. Le rôle de persécuteur, c'est, au lieu de dire les choses que j'ai à dire de façon assertive, clean, puissante, bien assurée, vous savez comment je l'ai dit? Je l'ai dit en vous attaquant. Comme si en vous attaquant, mon message allait mieux passer. Ce qui est complètement stupide, ça marche encore moins bien. Parce que vous voyez l'attaque, mais vous n'entendez pas le message. Ça, c'est le premier. Le deuxième,
c'est tous ces gens qui vous donnent des bons conseils que vous n'avez pas demandé, ce qu'on appelle le rôle de sauveur. Derrière le rôle de sauveur, je vais activer plus ou moins consciemment une croyance. Attention, je vais la dire, elle pique un peu. Vous êtes prêts? Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour l'entreprise, et ce qui est bon pour les autres. Moi, je sais. Alors, je vais vous donner un bon conseil. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous voyez, cette gestuelle, elle est terrible. Il y a même des gens qui commencent par vous dire qu'ils ne vont pas faire un truc, et ils le font. Vous savez, je ne suis pas du genre à vous donner des conseils. Hein. Et ils vous le donnent. C'est comme ceux qui vous disent « je ne voudrais pas casser l'ambiance », et ils vont la casser. Eh oui, c'est formidable. Donc, nous avons ce rôle particulier dans lequel on pourrait, vous voyez, on a le... Tac, ici, il y a le costume en dessous de super-héros, sauf que les gens qui jouent le rôle de sauveur n'ont pas les super-pouvoirs des super-héros. Vous voyez? Pour débloquer le téléphone de Jérôme, je lui prends, paf, et c'est moi qui lui bloque, vous voyez, parce que je voulais l'aider. Ça, c'est le prétexte des gens qui jouent le rôle de sauveur, c'est « moi, je ne demande qu'à aider, vous savez ». Oh là là, c'est un jeu formidable pour pouvoir se faire passer pour le héros de la situation. Quand c'est pas moi qui crée des avaries, pour mieux les réparer derrière, hein, ce qu'on appelle le jeu, le pompier pyromane. Il est fantastique celui-là dans les entreprises. Je crée des avaries, et c'est moi qui viens éteindre, je suis le seul à avoir la solution. Magnifique, non? Comme je vous disais un petit peu plus tôt, quand on explore ce modèle, la question c'est sur quoi moi je perds les pédales. La variante sauveur sur laquelle moi je perds les pédales, c'est la suivante. C'est lorsque quelqu'un utilise quelque chose contre moi qui n'est pas un défaut. Par exemple, oui, tu dis ça parce que tu es un métro. Un quoi? Tu peux avoir... tu viens de la métropole. Ah oui. Hein. Oui, tu dis ça parce que tu es un homme. Ou c'est bien un conseil de coach. La personne vient de m'attaquer. C'est horrible. L'air de rien, en utilisant quelque chose sur lequel je n'ai même pas à me défendre, mais je sens bien que ce n'est pas un compliment. C'est bien une formule de DRH, ça, tiens. C'est bien une formule de DRH, ça. Alors, vous, les DRH, vous donnez toujours réponse à tout. Et donc, la personne m'attribue une qualité, elle me sauve, et tac, derrière, un petit coup derrière la nuque. Ouais. Ça remonte à très très loin. La première qu'on a entendue, c'est « tu comprendras quand tu seras plus grand ». C'est la même. Ouais. C'est pour nous épargner, vous voyez, la difficulté de comprendre des trucs. C'est horrible. Le rôle de victime, alors il vous l'a fait, c'est pas la peine de revenir. Hein, je me plains plus que je demande. Le repère pour vous tous ici, pour nous tous ici, si j'ai entendu quelqu'un se plaindre, ça arrive, c'est OK. Est-ce que je l'ai entendu faire une demande? Et est-ce que je l'ai vu montrer la moindre volonté de résoudre le problème? J'écoute. Non, j'ai entendu que la plainte. Alors ça donne des trucs horribles. Personne nous écoute jamais. Elle est super celle-là, parce que la personne qui nous dit ça, dans personne, il y a tout le monde, donc il y a moi. Et elle me le dit en me regardant. En plus, c'est jamais. Et je suis là, puis je l'écoute. Vous voyez, la position, elle est superbe, que la phrase crée un piège. Et tous les mots, j'ai envie de me défendre. Voilà une phrase de génie. Ouais. Vous en avez une autre qui est « Où voulez-vous en venir ?» avec un petit air comme ça entendu, où la personne sous-tend bien sûr que j'ai des intentions malhonnêtes, je n'ai pas à montrer où je voulais en venir, alors que moi, là où je veux en venir, c'est ce que je viens de vous dire. Donc apparemment, il y a autre chose. Je ne sais pas quoi faire de ça. Certains d'entre nous pourraient dire « Je ne sais pas quoi répondre à ce genre d'attaque. » Bref, vous nous avez coincés avec votre dispositif. Le nouveau dispositif social. Alors, non, c'était pas notre intention. J'ai envie de répondre, non. Ah, tu as fait le mouton? Eh ouais, et dès qu'on fait le mouton, c'est mauvais signe. Non. Le mouton. Je l'ai entendu. C'est pas bon. Dès que les gens nous font faire le mouton, c'est mort. Je sais pas si vous faut retenir ça, mais bon, en même temps, allez, le mouton, c'est important. Le mouton, ça marche. Oui, il faut le retenir. Ouais, c'est bon. Okay. Je suis même plus sûr de quoi dire. Là, on est en face de quelqu'un, on lui demande de s'exprimer, et la personne, elle nous jette sur la table, c'est fini. La conversation est terminée. Alors, le dialogue social est... on ne sait plus quoi vous dire. Elle attend bien sûr qu'on apporte des choses avec un truc magique qu'on va découvrir dans le rôle de la victime. Tu rajoutes quand même une tête de caque quand tu le fais, c'est terrible, hein, c'est affreux. Il ne faut pas faire la tête. C'est bien. C'est ce qu'on vous dit, c'est du théâtre, c'est pour ça qu'on l'exagère un peu. C'est parce que c'est souvent. Oui, merci. Souvent quand je dis on exagère, non, c'est bon, on est bien dedans. Mais j'ai jamais dit ça. Alors il vient de le dire. Jamais. Il vient de le dire. Ou alors je sais qu'il a dit, puisqu'il me l'a dit hier. Donc ce qui est difficile, c'est de ne pas aller sur. Si, tu me l'as dit hier. T'as fait le mouton, t'as perdu. Et hop, ça y est, je suis accroché. Et là, derrière, on tourne en rond. Ça sert à quoi? À surtout pas parler du vrai sujet. Bien sûr. Donc, il suffit parfois de jeter une phrase, la personne en face s'accroche à la phrase. C'est ça qu'on appelle le jeu. Ouais. Mais laissez-moi parler.
Bah, c'est ce que je fais. Bah non, visiblement. Si. Mais vous m'invitez, vous ne me laissez pas parler. Bah, parlez. Bah je vais parler, alors, parce que je l'ai demandé. Il y a beaucoup de moutons, là. Il y a un troupeau, il y a même les bébés. Bah, il y a tout le monde. C'est une sale équipe. Bon, ça suffit. Ma femme me dit, tu m'offres jamais de fleurs. Bah si, regarde, j'en ai. Oui, mais c'est la Saint-Valentin. Bah, c'est alors... pour ça que j'ai des fleurs. Oui, tu m'en offres jamais, sinon. C'est un oui mais, vous avez entendu? C'est une variante de oui mais. Non, mais c'est un sketch, hein. C'est un sketch. Eh, oui mais, c'est férié. Hein. Bon, excusez-moi, il fallait que je la fasse. On n'en parlera plus après. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que je vous préviens, je n'ai que 30 minutes. Celle-là, on la connaît. Hein. C'est une menace et en même temps, c'est un sauvetage. Quand les gens nous menacent, ils nous expliquent ce qu'il ne faut pas qu'on fasse pour ne pas prendre de risques. C'est un sauvetage. Et normalement, on devrait leur dire merci puisqu'ils nous ont prévenus. Donc tout ça, c'est vraiment l'espace le plus simple pour décrire un phénomène qui a l'air complexe. Le gars, il écrit 200 pages avec 100 jeux. Mais en fait, c'est là que se situe notre travail. Est-ce que je sais sur quelle phrase, sur quelle tonalité, sur quel visage, moi je voulais surjouer un peu, pour voir un peu sur quel visage je vais être le plus accroché. Et c'est là-dessus qu'on va travailler parce que c'est comme ça que le dialogue s'arrête. La personne va faire en sorte que je commette une erreur pour qu'on n'ait plus à dialoguer, mais qu'on parte de l'erreur que je viens de commettre. Ah mince. Ben voilà, là on peut se la garder dès qu'on entend un sous-entendu. Pourquoi est-ce que la personne, pour me dire ce qu'elle a à me dire, le sous-entend? Imaginez comme ça devient compliqué, il faut que je sous-comprenne ou que je comprenne un truc qui a été dit en dessous, alors que le truc qui était dit dessus, c'est pas ce qu'elle voulait me dire. Non, allez, c'est bon, même moi je comprends même pas ce que je vous raconte, tellement c'est compliqué, vous voyez. Donc on arrête avec les sous-entendus, et normalement c'est une très belle piste de je fais monter la vigilance, parce que là, s'il y a des sous-entendus, ça sent un truc pas net. Voilà. Alors à nous de vérifier si le sous-entendu il est persécuteur, sauveur ou victime. Le triangle, si on résume, allez, on fait un résumé. Ce qu'il appelle persécuteur ou témoin, la personne, elle confond, elle a un truc important à nous dire, pourquoi elle nous attaque? Mais à quoi ça sert d'attaquer les gens quand on a un truc important? J'ai quelque chose à dire, je le dis. Non, il faut qu'en plus je rajoute, oui, je vous dis ça, enfin on se comprend, parce que vous, et puis tac, il nous en envoie une au passage. Pourquoi tu fais ça? Ok. Dans le rôle de sauveur, on l'a vu, la personne, elle croit qu'en volant au secours, elle va se positionner à un endroit qui sera sûrement plus profitable pour elle. J'ai un gros souci avec les gens qui nous donnent des bons conseils qu'on n'a pas demandé, ça c'est sûr. Et dans le rôle de victime, rappelez-vous une chose, juste ce qu'on a dit, tu te plains, je n'ai pas entendu la demande. Alors c'est pas que tu n'as pas le droit de te plaindre, c'est juste que c'est ok de se plaindre, quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Sinon moi je ne peux pas agir. Voilà. Donc ça, on a notre résumé. Une fois qu'on a dit ça, bon, après c'est que de l'expérience et de l'entraînement pour s'entraîner à la finesse, parce qu'il y a des gens qui jouent des coups doubles, hein. Ils jouent en 2-3 bandes, on s'entraîne. Là, pour s'entraîner, on a proposé une petite variante, c'est-à-dire de jouer avec vous. Si vous connaissez la plateforme Kahoot, c'est une plateforme géniale pour mettre un peu d'interactivité. Si vous avez un peu de réseau de 5G avec vous, connectez-vous, vous allez voir, on va vous faire une petite expérience amusante. Voilà. Après, c'est sans obligation, c'est juste pour donner un peu d'interactivité et de fun. Souvent, les gens qui viennent nous voir dans nos conférences ont envie qu'on leur parle de triangle dramatique. C'est fait. Ouais, ça va vite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les regarder avec vous. L'antidote. Qu'est-ce que je fais? Et donc, le jeu qu'on va vous proposer de jouer avec nous, c'est de chercher une réponse à une phrase qui a été polluée par un jeu. On va vous demander de chercher la réponse qui vous paraît la plus neutre. Neutre. Parce qu'avant de trouver les formules les plus élégantes pour garder mon intégrité et ma dignité, avant ça, je ne réponds pas à quelqu'un qui me parle en persécuteur, en sauveur ou en victime. Je dois d'abord arrêter le jeu. Donc, la première démarche, c'est de neutraliser. Donc, on va vous demander de jouer avec nous, sans aucun modèle, sans aucune théorie, et vous allez voir que vous allez être nombreux à trouver la bonne réponse. Il y a souvent des petits malins qui choisissent les phrases les pires pour voir ce qu'on va dire. C'est comment je neutralise l'effet de ce qu'on appelle le jeu, c'est-à-dire l'effet du rôle de persécuteur, de sauveur ou de victime. Quand vous êtes connecté, la machine va vous demander de mettre un code PIN. Un pseudo et un code Donc PIN. je m'en occupe. Pendant ce temps, on va profiter du jeu luminois de David Bowie. Il y a des petits blagueurs qui mettent des pseudos très drôles et nous on aime bien. Il y a des petits blagueurs qui mettent le nom de quelqu'un d'autre et qui font plein de fautes pour faire comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait des fautes. Vous pouvez blaguer si vous aimez blaguer. Mais alors il faut enlever les moniteurs et on est parti. Le voilà. Donc c'est lui le code PIN du jeu. 539 84 94. Dès que vous êtes rentré, il va vous dire allez, c'est parti. Le pseudo. Vous pouvez mettre un surnom, vous pouvez et mettre Noémie, et la bienvenue dans notre jeu. Ah, il y a eu un avant et un après JC. On a Laurie, on a Anaïs, on a Toto. Oh là, il y a du monde. Je ne peux pas tous les dire tellement ça va vite. On a Flower qui est venu aussi. Dis donc, c'est beau.
La dernière fois, j'avais Maître Yoda qui était là. Ça me fait très plaisir de savoir qu'il jouait avec nous. JC est déconnecté. Jésus-Christ est passé, il est reparti. Il est parti? Il est reparti, Il est revenu? On a Camille, on a Quentin. Ah, on a JD. Oh là là, on a du monde. Et 49 personnes, dis donc. Oh, vous avez envie de jouer, hein? Ah, mais c'est parce qu'ils sont en dessous. Ils sont là! Oh là. Tout le monde est là. 51. Ok. 52. 50. Oh là 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 là. C'est la fête, hein? On est à 56. L'élite! Il y avait l'élite qui est arrivée. Vous avez peur de rien. Oui, mais. Non, il y a ouais, il y a oui, ouais, c'est pas oui. C'est pas oui, mais. J'ai cru que c'était oui, mais. Oui, mais. C'est pas oui, mais. On arrête à 56, GG, parce que ça fait maintenant quelques secondes qu'on est à 56. Vous êtes prêts? On lance le jeu. Attention, il y a plein de propositions, il n'y en a qu'une qui est neutre et qui est clean. Voilà. 5 challenges. Premier challenge. Je vous donne une piste, hein, c'est pas la plus rigolote qui est voilà, la plus neutre, c'est la plus sympa, mais bon. J'ai encore égaré mon portefeuille comme une andouille que je suis. Bah, il est sûrement dans ton... Ah, écoutez le mouton. Bah, il est sûrement dans ton manteau. Ouais. Bah, si tu veux, je vais le chercher pour toi. Oh là là, mais comment tu vas faire, mon pauvre? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Tu veux que je te prête des sous? Une andouille, certes, mais adorable. Voilà. Là, vous débrouillez avec ça. Et il y en a une dans laquelle vous prenez aucun risque. Laquelle serait-ce? Il nous reste 8 secondes. Ha ha ha. Ha ha ha. Comment tu vas faire? Oh là là, oh la classe. Dis alors, donc. ce qui est intéressant, c'est que il y a des réponses que vous avez choisies qui sont pas, c'est pas absurde de dire il est sûrement dans ton manteau. Vous la connaissez, hein, là. T'as regardé dans ton portefeuille? Alors pour ceux qui l'ont vécu, à quel point c'est agaçant que la réponse est oui, mais j'ai regardé dans mon portefeuille, évidemment. Mais j'ai regardé dans mon manteau. On se fait engueuler. La morale de l'histoire, c'est quand quelqu'un joue victime, ne venez pas le sauver. Vérifiez auprès de la personne comment vous pouvez l'aider. C'est peut-être pour ça que dans les boutiques, on apprend une formule qui est toute simple, hein, qui est « est-ce que je peux vous aider » ou « comment puis-je vous aider » pour vérifier que la personne a besoin d'aide. Et non, si vous voulez, je peux aller vous la chercher en taille M. Ce qui, ça m'énerve. Soit j'ai envie de répondre, mais j'ai taille M. Taille large, madame. Il y a une personne qui a choisi « tu veux que je te prête des sous ?» Cette personne, je voudrais qu'elle me donne son email après. Oui, parce que j'ai encore perdu mon portefeuille, moi. Voilà des amis que je cherche. Si vous pouvez... C'est bien. Quant aux personnes qui ont dit une andouille, certes, mais adorable, je vais jeter un voile pudique sur cette réponse. Mais vous passerez quand même dans notre bureau tout à l'heure, on a des choses à se dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais signaler que dans le monde des ressources humaines, il y a des choses qui peuvent être prises pour ce qu'on appelle du harcèlement ou de la misogynie ou de la condescendance. L'exemple violet était le plus bel exemple. Donc, mes chers amis, vous avez à faire un travail sur votre conscience ou, alors, vous avez venu un peu déconner avec nous. Si tu permets, Jérôme, quand tu parles de condescendance, vous rappellerez qu'il y a 2 mots en un seul. Je m'en vais doucement. Je rejoins dans mon ami. Flower power. Flower. Laurent, 848, mais il n'y a que 4 points de retard pour Laurent et donc, Quentin Noémie. Il faut surveiller Laurent. Elle y va. Attention. C'est parti. Si tu suivais mes conseils, bah tu serais comme moi. Bah toi, t'en as de la chance, mon ami. Oh bah toi, tout réussi. Et je tiens souvent compte de tes conseils. Tu m'as pas dit que tu avais du cholestérol? J'ai pas besoin de conseils, monsieur, mais j'ai besoin de considération. Et moi, je t'en demande pas des conseils. Il y en a une qui est plutôt safe. On va dire la moins pire. Et il y en a d'autres qui sont pas safe. La consigne de l'exercice, c'est pas de choisir la phrase que vous avez envie de lui jeter à la figure. Hein. Non, 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 c'est pas ça. C'est la plus safe. Félicitations. Bravo, 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 bravo. Est-ce que tu veux bien nous parler de la chance? Pour les 2 personnes qu'on choisit, tu en as de la chance. Mon ami Pierre, il a des choses à nous dire sur le concept de la chance. C'est horrible. Vous avez vu les 2 jardiniers, comment ça commence? Il y en a un qui dit à l'autre, t'as de la chance, toi, de pouvoir aller au cinéma. Pour certains d'entre nous, juste cette phrase-là, elle nous accroche ici. Surtout si la personne rajoute des trucs comme « t'as de la chance, toi, t'as un métier qui te plaît, un métier intéressant, plus tu gagnes bien ta vie ». C'est insupportable. Comment tu connais mon parcours? Tu sais comment j'en suis arrivé là? Tu es en train de tout mettre sur la chance? Et les gens réagissent comme ça. Et alors après, c'est génial, derrière, ils n'ont plus qu'à nous cueillir avec « oh, mais t'énerve pas, dis donc, t'es de mauvais poil ou quoi ?» C'est eux qui ont gagné. Ok, super. On peut menacer avec le mot « chance ». Vous avez beaucoup de chance que je ne m'en sois pas aperçu avant. À bon entendeur. Et la personne vient de nous menacer avec la chance, dis donc, c'est fort quand même. Hein.
C'est un jeu. Alors, où on va maintenant, Jérôme? Vas-y, là, 3, moi je suis curieux de voir. Je vais peut-être dire un mot sur ce choix-là, qui est ce qu'on découvre, c'est que quand quelqu'un joue sauveur avec nous, il y a une chose pour éviter de créer de l'escalade, c'est qu'il faut que la personne entende que je jette pas tout. Je trie le bon grain de livret, je garde la partie qui est bonne. Imaginez que vous soyez dans un CSE et que quelqu'un vous dise, non pas cette phrase, mais si vous aviez fait ce qu'on vous a suggéré de faire en février, on n'en serait pas là à vous menacer de grève. Donc, quand j'ai cette phrase qui tombe en face de moi, il faut que je tienne compte de ce qui est passé comme message principal, qui est, nous, on avait pris le temps de vous alerter plutôt que d'aller sur la menace de grève, de recréer un espace de rencontre qui est de reconnaître qu'en effet, ils avaient lancé une alerte. Et pour ça, on peut les remercier. Donc c'est cette discipline-là qui n'est pas facile quand on a, nous, quand on est très accroché par la phrase qui est « tu ne me parles pas sur ce ton » ou alors « je t'envoie mon ami ». Moi, j'ai envie de réagir comme ça quand quelqu'un me dit ce genre de choses. C'est ça. On appelle se faire accrocher, les Américains disent un hook, un crochet. Ça m'attraque que Flower s'est accroché. Flower est accroché. Bah non, ouais, il y a 40 points maintenant d'écart. Je ne sais pas qui tu es, Flower, mais bravo. Ah ouais. En tout cas, il y a du power. Flower power. Oh là, ça m'énerve, ces quiz. Ah ouais, ça m'énerve, ces quiz. Ouais, alors, bah, tu peux pas t'empêcher de râler, toi. Hein? Ouais, moi pareil, ça m'énerve. Ok. C'est parce que tu avais du mal à te connecter, je parie. Je serais toi, je le ferais savoir aux gens hein, que ça t'énerve les quiz. Hein. C'est pas si désagréable. À vous de jouer. Il y en a plein qui servent à rien, et il y en a une qui sert à quelque chose. Bon. Alors, dans 5 secondes, on verra. Hein. Bien joué. Ah, il y a du monde sur « je serai toi, je le ferai savoir hein. ». Ah, c'est un joli sauvetage. Hein. Alors, ce qui est bien avec « je serai toi, je le ferai savoir », c'est que j'envoie la personne au combat. Et nous, c'est un jeu qu'on appelle « battez-vous ». C'est un jeu psychologique qui s'appelle « battez-vous ». J'envoie la personne se bagarrer parce qu'elle a bien raison de se plaindre. Toi, tu devrais aller leur dire. Il est bien celui-là. Le jeu a ses lettres de noblesse puisqu'il s'appelle « diviser pour mieux régner ». C'est-à-dire que pendant que j'envoie la personne au combat, c'est un bon conseil que je lui donne. Vous imaginez le conseil foireux? Je lui dis d'aller se battre. Ouais. Et moi, derrière, je compte les points ou je fais autre chose. J'ai le champ libre. J'ai de la compassion pour les 25 parmi vous qui n'avaient pas choisi cette réponse. On avait un objectif, parce qu'on a besoin d'aller vite, c'est une conférence, pour dire, alors nous, on ne va pas chercher midi à 14h le modèle. Il est suffisamment simple pour que de temps en temps, on se dise, la réponse, elle est extrêmement simple. Si quelqu'un est en train de se plaindre à côté de moi, et que je ne veux pas l'ignorer, je peux dire, bah ok, en fait, message reçu, je t'ai entendu, mais je n'y vais pas, je ne rentre pas avec la personne. Donc, ok, ce n'était pas très excitant à choisir, je félicite les 25 qui l'ont fait, je leur adresse tout mon respect, parce qu'il fallait du courage pour choisir la réponse. J'en profite pour ajouter un truc, c'est quand on rencontre Steve Karpman, il nous dit, vous savez, les jeux c'est addictif quand même, hein, parce qu'il y a plus de plaisir à répondre à quelqu'un un truc, parce que ça fait monter l'adrénaline, ça fait monter la dopamine, ça fait monter des hormones en in, et derrière, c'est excitant, c'est beaucoup plus excitant. Qu'est-ce qu'il y a? Flower encore. Elle s'est pris 242 points d'avance. Ouais. C'est chaud bouillant. Flower power. Ah ça c'est bon ça. Bravo. Allez on y va. J'étais en train de vous dire un truc mais ça n'a pas d'importance. C'est que ok, c'est pas du tout excitant de prendre un truc comme ok. Hein. Alors c'est pas un jeu du tout. Alors que les jeux c'est excitant. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? De quoi parles-tu? Je m'occupe de te redonner le sourire, bouge pas. Tu es maudit mon gars. Mais m'en parle pas, les tons sont durs. Hein. Tu n'as pas beaucoup de chance, faut dire. Hein. Ouais, hein. Toujours me paraît exagéré. Eh, brouillez-vous. Il y en a un qui est bien, puis tous les autres, ils servent à rien. Qui est bien parce qu'il est neutre, il est safe, et puis on ne prend pas de risque. Eh ouais, c'est le plus safe. Le plus safe. De toute façon, la réponse la plus ennuyeuse. Oui, ennuyeuse, on dit. C'est généralement la bonne, avec généralement un ton qui est supposé être plutôt neutre. Donc, ça va être ça l'option. Et pourquoi on n'arrive pas à faire une réponse plutôt neutre et un peu ennuyeuse? C'est que lorsque j'ai été accroché par une phrase que je trouve agaçante, qu'est-ce que je fais? Je monte moi aussi dans l'émotion et je montre mon émotion. Colère, mépris, dégoût, peur, tout ce qu'on peut avoir comme coloration. Rarement de la joie. Si on faisait la lecture avec le triangle, on dirait que par exemple, les personnes qui ont choisi « je vais m'occuper de te redonner le sourire, bouge pas », se sont fait accrocher par le rôle de sauveur qui répondent à une demande qui n'a pas été faite.
Si la personne avait dit, est-ce que tu as une blague à me raconter, parce que j'ai envie de rigoler, plutôt que de me faire, oui, je vais te redonner le sourire avec ça, puisque tu me le demandes. Mais il n'y a pas eu de demande. Donc on se fait attraper comme ça. Quelqu'un qui aurait répondu, tu es maudit, cette personne reconforte l'autre dans sa douleur. Elle a fini. Elle finit. C'est comme quelqu'un qui vous dit, le genou. Ah, le genou, m'en parle pas, moi ça m'a duré 1 an, le genou. Comme ça, la personne, elle a 2 fois plus mal. Vous voyez, c'est une double peine qui est, ah merde. Et ben moi je disais ça pour t'aider, c'est pour compatir. Et oui, mais tu compatis en me faisant 2 fois plus mal, donc ça sert à rien. Bon, bref. Super, on y va? Alors qui? Oh là, plus ça va, plus l'écart se creuse. Il y a un podium qui a un peu changé. Il y a juste quand même, je voudrais dire que Laurie. Ah oui. Laurie a gagné 12 places. 12 places. Non. Où que tu sois, Laurie, Flower, respect. Respect. Il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, la 5 dernière. sur 5, c'est la dernière. Tu es en retard une fois de plus, c'est comme toujours. Hein. C'est sûr qu'organiser un meeting en plein Saint-Denis un lundi midi, chapeau. Hein. Je suis en retard aujourd'hui et je te présente mes excuses. Moi, mais je sais pas comment vous faites, les gars, pour être à l'heure, hein, c'est pas possible. Hein. Je sais pas comment m'excuser. Tu me demandes pas pourquoi je suis en retard? Je suis pas le seul. Hein. C'est bizarre, il y a différents accents, je suis obligé de faire. Je sais pas pourquoi. Il y a des phrases qui appellent un accent. Oui. Bon, il y en a qu'une qui est pas du tout excitante, mais c'est celle qui apaisera le plus, peut-être. Va savoir. Eh oui, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu. C'est chouette que c'est la réponse humble. Et on a à réfléchir à quel moment il faut que je lâche. Par exemple, si je suis coupable de ce dont on m'accuse, c'est mieux de lâcher. Ah ouais? Peut-être que plus tard, on pourra discuter des circonstances atténuantes. Et qu'est-ce qu'on fait tous? Oui, mais il y avait les... Oui, mais... Et donc, dès que je fais ça, la personne qui est en face, qui est en colère, qui vient... Là-haut, on a un message qui est très persécuteur. Alors, on l'appelle persécuteur, pas parce que je te dis que tu es en retard. C'est OK de dire à quelqu'un qu'il est en retard. C'est une fois de plus, et comme toujours, où je m'en prends 2. C'est une invitation à jouer. Quand on dit à quelqu'un tu es toujours en retard, la personne, elle a beau jeu de dire ah bah non, hier j'étais à l'heure. T'étais à l'heure? Non, et hop, et c'est parti, et on fait autre chose. Et ça me permet d'assouvir cette espèce de colère et de frustration que j'ai à ton égard, parce que finalement, le thème du retard n'est pas si important. Ce qui m'intéresse, c'est de te faire la peau. Donc c'est cette mécanique sur laquelle nous, puisque nous avons un devoir, j'ai devant moi un parterre de personnes qui ont ou une vocation ou une fonction dans les ressources humaines ou les directions générales, c'est de dire, moi, je dois éviter le plus souvent possible, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument, je dois éviter le plus souvent possible de perdre ma superbe, ma dignité, mon intégrité, parce que sinon, ils auront beau jeu d'utiliser ça contre moi. Podium. Le podium. Le podium. Le podium. Ouvre le podium. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a eu du mouvement? Anaïs, quel talent. Quel talent, Anaïs. Alors, alors on ne sait pas, mais ça a l'air bien. Et attention. Et Flower. Bravo, félicitations, Flower. Ouais. C'est bon, on est bon. Est-ce que c'est possible que vous dénonciez Flower? Ouais, Flower. Juste là. Je vois le divin en toi. Et EM, est-ce que EM peut se dénoncer? Quel talent! Bravo. Il y a eu moins d'applaudissements, c'est pas sympa, les gars. Non, c'est pas bon. Et Anaïs? Un peu de générosité. Oui, Anaïs. Bravo. Anaïs. Ah, bravo, bien joué. Ok, une fois qu'on a vu ça, c'est bon. Mais on est dans, vous voyez, on est dans le repérage, on est dans cette histoire. On a cette partie de neutralisation. Derrière, je vous propose qu'on monte d'un cran. D'habitude, j'ai une espèce de grand panneau comme ça, mais c'est difficile de l'emporter dans la valise. Une espèce de grand panneau en triangle avec face A, le triangle dramatique, drama triangle. Une fois qu'on a vu ça, on a tout vu. Et derrière, face B du vinyle. Quand on demande à Steve Cartman comment il appelle, il nous sort Compassion Triangle. Nous, on se regarde avec Jérôme, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que la compassion va venir faire là-dedans, alors que la personne est en train d'essayer de me déstabiliser? Où je vais avec ça? Il se trouve que lui ne met pas les mêmes choses derrière. Peut-être nous, Européens, nous, notre tradition, il ne met pas les mêmes choses derrière. Et derrière le mot compassion, il met un autre truc que je voudrais aborder avec Jérôme et vous, on en parle aujourd'hui, et peut-être commencer à travailler sur des pistes de ce qu'on pourrait faire ensuite, une fois qu'on a neutralisé. Pour déjouer, ce qu'on appelle compassion, ici, c'est pour déjouer, il faudrait que j'accorde le plus possible, de valeur, d'importance
au contenu, c'est-à-dire à ce que veut me dire la personne, non pas à sa maladresse. Parce que si je veux vous dire quelque chose et que je vous le dis en vous attaquant, vous n'avez pas entendu le message, alors que le message, ça se trouve, il est intéressant. Comment est-ce que je vais pouvoir accorder de l'importance au contenu en déjouant le rôle? Et c'est ce qu'on découvre ici. Le contenu, c'est ce que veut dire la personne. Et je pourrais très bien dire à Jérôme, Jérôme, je souhaite que nous ayons une discussion à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière dans notre séminaire ou notre stage. J'ai besoin qu'on ait une discussion, parce que je suis très en colère, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Je peux lui dire comme ça, vous allez me dire, ouais, c'est propre, il n'y a pas besoin de s'énerver. C'est pas très agréable, c'est propre. Ben, c'est propre. Mais je pourrais lui dire en mode persécuteur, avec t'es content de ce qu'on a fait la semaine dernière? T'es fier de toi? Il dit, me voir arriver avec un truc, alors que ben, j'ai toujours quelque chose à lui dire, hein, sauf que j'ai mis un rôle au milieu. Comment vous voulez qu'il m'entende? Il ne peut pas avoir une conversation saine avec moi, tant, c'est-à-dire sur le contenu, tant que le rôle n'est pas neutralisé et tant que je n'ai pas traité. Le problème, c'est que nous avons tendance, sans le vouloir, on a tendance à vouloir répondre d'abord sur le contenu, au lieu de neutraliser le rôle. Ce qui donne sur le contenu des justifications, des pourquoi tu dis ça, mais enfin c'était très bien, et on essaie de répondre sur le contenu. Donc la priorité que nous voudrions apporter ici, c'est d'abord, je m'assure que l'autre est OK pour quitter le rôle qu'il est en train de jouer, parce que sinon, je ne peux pas avoir une conversation avec lui. Ce n'est pas possible. Donc il y a tout un effort de traitement, un travail de traitement du rôle. Cet effort a un nom, c'était ce mot que nous trouvions mystérieux, qui était compassion. Qu'est-ce que nous dit Karpman? Il nous dit, j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit de manière maladroite ce qu'il veut me dire. Donc ce qu'il veut me dire, j'ai bien compris, il n'est pas content, il voudrait que je travaille autrement, et il me le dit de manière maladroite, c'est qu'il adopte un rôle pour le faire, il exagère, il m'attaque, il est condescendant, peu importe. Et il nous dit, la compassion, ça consiste à garder en tête que l'intention initiale positive de la personne n'a rien à voir avec le rôle. Et donc, si je fais preuve de compassion, je peux me dire, Pierre est très en colère, ce qu'il me dit, c'est nul, la manière dont il le fait, mais il y a quelque chose derrière, il ne peut pas être en colère comme ça pour rien, et je vais lui accorder un crédit d'intention. C'est ça qu'on appelle la règle numéro 1. C'est l'espace le plus difficile parce que c'est l'espace de la maîtrise de soi. Après, savoir quoi dire, j'ai ici, là, il n'y a que les gens intelligents qui savent utiliser les mots. Donc, trouver les mots à dire, c'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est de dire, waouh, je viens de me prendre quelque chose que je trouve détestable. Alors moi, vous savez, c'est les chouineurs. Ouais, mais j'y arrive pas, de toute façon, tu m'aimes plus. Donc, quelqu'un me dit ça, je perds mon sang-froid. Il faut que je puisse me dire, la personne fait quelque chose. Le rôle qu'elle joue est pour moi horrible, mais derrière, il y a un contenu qui est qu'elle se sent mal aimée. Et elle a besoin de me le dire. Donc ça a de la valeur. Donc est-ce que j'arrive à faire ces 2 pas en arrière? Je vous montre ce que c'est que la compassion, vous allez voir. On m'envoie une savate, je l'évite, et je fais 2 pas en arrière, on appelle ça prendre du recul, avant de répondre. Et pendant que je fais mes 2 pas en arrière, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Et je fais abstraction de la manière que tu as de le faire. J'adorerais vous dire qu'on a des médicaments, on a des trucs. Ça, c'est une éthique personnelle. Donc quand les gens veulent développer ce qu'on appelle le protocole compassionnel, il y a une décision personnelle qui est je vais prendre la responsabilité de ces 2 pas en arrière avant de répondre et de chercher comment je peux faire un crédit d'intention. Ah ouais. Pas simple, hein? Pas simple, pas simple. Par exemple, tiens, faire un crédit d'intention à quelqu'un qui me dit un truc vraiment mal dit, très très agressif, et se dire, je crois que cette personne a un truc important à me dire, je peux vous dire que moi, il m'a fallu quelques temps avant de pouvoir intégrer ce machin. Intégrer, ça veut dire que si je suis dans cette posture, quand je vais répondre, je ne commettrai pas d'erreur. Voilà. Si je ne suis pas dans cette posture et que je me dis, mais comment il me parle, cette espèce de... Attends, je vais lui faire voir. C'est sûr que je vais lui répondre un truc horrible. Il y aura un petit sous-entendu. Moi, j'ai le sens de la répartie facile. Donc, je sais que tout temps en temps, je peux faire une répartie qui est très habile. Le mec, il est... Vous savez, comme Brice de Nice. C'est bien cassé. Je suis content sur le moment. Adrénaline, dopamine, sérotonine et tous les trucs en in. Sauf que peut-être j'ai des dégâts collatéraux. Il y a peut-être des gens qui vont venir me voir à la fin en disant « Tu as peut-être été un peu dur, tu sais, et il y a des sauveurs qui arrivent, tu as peut-être été un peu dur, tu sais, il n'est pas méchant. En plus, vous prenez sa défense. C'est pas possible de devenir fou. » Ouais, c'est ça. Mais c'est moi qui ai commis l'erreur. Ça, c'en est un. Et... Je pense à tous les parents qui se sont pris un jour en flagrant délit d'attaquer leur gamin parce qu'ils ne savent plus comment te le dire. Je ne sais plus comment te dire, pourquoi j'ai tellement peur que tu... Et donc, on a tous... Moi, j'ai tous, vous non. Moi, j'ai tous, un jour, agonie, j'ai 3 filles, elles ont pris chacune à leur tour un vent persécuteur. Et après, je vais me coucher en me disant, je ne suis pas un bon père,
Parce que je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le dire, je sais plus comment le dire. Ouais. Donc j'espère que mes filles se souviendront de moi en disant « Papa, de temps en temps, il nous aboyait dessus, mais c'est parce qu'il voulait nous dire des choses qu'on n'avait pas comprises. Ouais. » Si elle pouvait prendre ces 22 pas de recul et décider ça, ce serait chouette. Je trouve que dans la situation qu'on a pu évoquer avec vous, qui est le CSE, avec des gens en face de vous qui ont plein d'enjeux. On a eu une fois un cas avec un IRP, un membre du personnel, des responsables du personnel, qui a besoin qu'on lui offre du grain à moudre, parce que sinon il ne sert à rien vis-à-vis ou de ses collègues ou de l'entité. Donc il fallait qu'on lui offre de quoi nous taper dessus. Alors je dis nous, parce qu'à ce moment-là j'étais en direction des ressources humaines. Et donc c'était extrêmement paradoxal. Alors, c'était d'autres temps, d'autres mœurs. Hein. C'était une grande mutuelle française où la vie sociale était plutôt chouette et les membres des syndicats, ils avaient besoin de choses à dire en CE. On leur a inventé les crises. Faire des choses. Non, on jouait comme sauveurs pour qu'ils puissent nous persécuter. Bien, pour sauver les victimes, bien sûr, qui étaient les membres du personnel. Des jeux à pied sauveur, ça veut dire quoi comme pensée? Peut-être que la personne veut juste m'aider. C'est très maladroit parce qu'elle le fait de façon paternaliste. Moi, j'ai 56 ans, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire ou ce que j'ai à faire, sauf si je demande. Mais les gens qui me disent, qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi, il peut y avoir une petite irritation. Vous vérifierez sur les 3 rôles quel est celui sur lequel vous avez le plus d'irritation. Celui sur lequel vous avez le plus d'irritation est peut-être celui sur lequel vous réagiriez un petit peu vite en choisissant une formule comme on a vu, en disant « j'ai pas pu résister, j'y ai dit, de quoi tu te mêles ?» Et l'autre aura beau jeu de me dire « ah bah si c'est comme ça que tu me parles aujourd'hui, puis maintenant il joue victime, il vient de faire sauveur. » Bon, est-il possible, dans le monde des ressources humaines, qu'il y ait parfois des personnes dans une organisation, dans une entreprise, dans une association, qui créent un problème pour pouvoir le résoudre ensuite? Pompier pyromane. Je vous laisse avec ça. Et alors, cette personne, Chouine, c'est clair, elle a le droit, elle n'a pas formulé de demande. Mais tiens, je vais lui faire un crédit. Je pars du principe, peut-être je me trompe, hein, mais je pars du principe que si elle se plaint de quelque chose, c'est qu'elle veut trouver une solution. C'est généreux parce qu'elle ne m'a rien dit pour le moment. Donc vous verrez que nous avons des moyens de vérifier si la personne était bien intentionnée, parce que des mal intentionnés, il y en a un. Hein. Je vais le savoir très vite avec les protocoles qu'on utilise. Si on arrive à le faire dans la bonne posture, avec la bonne discipline, la bonne maîtrise, le machin, c'est difficile pour elle de résister à sortir de la zone de victime. Non, elle va sortir. On s'en a préparé 3 pour vous faire une démonstration avant de partir. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire dans un véritable échange, et pourquoi pas en CSE, mais aussi dans la vie quotidienne, parce que pour nous, le dialogue social, il y a l'instance du CSE, et après, tout le temps. Quand vous êtes un représentant ou du personnel ou un représentant de l'organisation, en fait c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il ne faut pas commettre d'erreur. C'est tous les jours qu'on peut se faire attraper dans un couloir et puis lâcher quelque chose. Donc c'est tous les jours que je dois mettre en place un protocole. Alors nous, on appelle ça protocole parce que c'est une discipline, un protocole compassionnel, et de me rappeler, attention Jérôme, attention Pierre, attention Flower, tu sais que quand quelqu'un dit ça, tu vas dire une bêtise. Je repars en arrière, je respire 2 fois, crédit d'intention, c'est pas fini, il faut encore trouver la formule. Flower, elle a gagné, elle dit pas. Tu as gagné, c'est bon. Flower, championne du monde. Donc voilà, autant tout à l'heure on avait persécuteur, sauveur, victime, cette fois-ci on a, quand je suis en P+, qui est une belle posture, pour moi c'est permis, c'est ok, quelqu'un a quelque chose à me dire, quel que soit le contenu, il peut me le dire. La seule chose que je demande, c'est qu'il me le dit sans m'attaquer, c'est tout ce que je demande. Je pouvais dire à Pierre tout à l'heure, Pierre, je vois que tu as quelque chose à me dire, est-ce que tu peux me le dire, je suis Jérôme, t'es Pierre, dis-le à ton copain Jérôme, m'engueule pas s'il te plaît, dis-moi ce qui va pas. Là c'est difficile pour moi de résister. Si je continue derrière, peut-être j'avais pas une bonne intention. Mais avec la proposition honnête qu'il vient de me faire, ça va, je peux sortir. Voilà. Pardon. On en discutera tout à l'heure de ça, mais il ne s'est rien passé du tout, il n'y a pas eu de bruit. Hein, voilà. Je préfère quand tu fais le dindon de la farce, parce que tu fais un bruit de dindon. Voilà, ça c'est un bruit du dindon, je suis désolé également pour ça, c'est moi qui l'ai provoqué. Enregistre pas ça, Jérôme. Hein. Non, Jérôme, on ne mettra pas ça, s'il te plaît. Si tu mets le dindon sur les réseaux, on est mort. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. S+, j'accorde à l'autre de la sympathie. C'est difficile. Et sympathie, c'est au sens anglais du terme. Ça ne veut pas dire que je trouve une personne qui veut me sauver sympa. Je dis qu'une personne qui veut me sauver, je peux avoir un peu de sympathie pour elle parce que peut-être qu'elle essaye de m'aider très maladroitement, mais peut-être qu'elle essaye de m'aider. Genre, allez, je te donne ça, c'est cadeau. Et la posture V+, pour Steve Karpman, c'est ce que j'oublie pas de valoriser, c'est que ceux qui expriment leurs difficultés sont peut-être en train de chercher une solution. Ils n'ont pas encore trouvé la force de me dire « je veux sortir de là »,
mais je leur fais ce crédit d'intention. Et je vérifierai. On vérifiera ce qui va se passer. J'ai eu, moi, à m'entraîner beaucoup sur le rôle quand les autres, quand je joue un rôle de victime, parce que je me suis accusé, je vous ai dit, moi, ça, j'ai du mal à le supporter. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça marche en anglais, la formule qu'utilise Cartman, qui dit, bah, c'est simple, la personne se dévalorise. Toi, si tu lui renvoies de la valorisation, cette personne va avoir un choc thermique qui est, ah bah, j'étais venu pour me plaindre parce que j'ai pas de valeur, et toi, tu me renvoies une image positive de moi. Je vais prendre un exemple personnel, puisque c'est comme ça que je l'ai compris. Ma petite fille, Mathilde, elle a 12-13 ans, elle va à l'école. L'école est devenue un endroit de pure violence. Elle rentre à la maison, elle est malheureuse parce qu'elle s'est fait traiter de ceci et de cela. Et donc, elle me dit, ouais, je suis moche, je suis nulle. Et donc, je la regarde, et je lui dis pardon. Elle me dit, ouais, je suis moche, je suis nulle. Et je la regarde, et comme, bon, chacun dans son style, je lui dis, tu parles de qui? Ben, je parle de moi. Tu parles de Mathilde? Parce que moi, je vois pas du tout ce que tu me racontes. Je vois pas ce que tu me dis. Je vois ni moche ni nul. Donc, je vais avoir besoin que tu me dises des choses, que moi, ma fille, elle est tac, tac, tac. Et je lui donne quelques exemples. Elle prend un temps, et ce que je vois, c'est que j'ai pas pris sa complainte, et je lui renvoie une image dans laquelle il y a quelques informations sur lesquelles elle peut s'appuyer, qui font qu'elle est ni moche ni nulle. Bon, donc une fois que ça s'est fait, il y a pas, c'est pas si compliqué de dire à quelqu'un qui vient et qui se plaint, bah, t'as bien fait de pousser ma porte. Je suis la bonne personne pour que tu viennes raconter ça. Il n'y a pas grand-chose à faire pour lui dire ce que tu fais a de la valeur. C'est pas la plainte qui a de la valeur, c'est ce que tu fais. Toi, tu as de la valeur. Et voilà alors la règle numéro 2, bien sûr, maintenant qu'on va travailler les réponses, bien sûr, maintenant que je sais ça, je vais répondre plutôt sur l'intention que sur le rôle. Parce que vous imaginez, si je me fais accrocher par le rôle, je réponds sur l'agressivité. Pourquoi vous me parlez comme ça? Dites donc, vous allez utiliser un autre ton. Et puis ça y est, c'est moi qui suis en train de... je suis en train. Donc, si j'arrive à réagir plutôt ou à intervenir plutôt sur l'intention, c'est pas évident parce qu'elle est planquée, l'intention. Elle est planquée derrière le rôle. Donc si j'arrive à agir sur l'intention, je vais peut-être créer des contre-pieds qui sont assez sympas. Par exemple, tiens, celui-là est classique. Dites donc, la direction ne tient aucune des promesses qu'elle nous a faites. Ah, la direction, c'est moi. Oui, c'est toi. Quand je suis en CSE, c'est moi. Ben oui. Je suis le représentant de la direction. Parfois, c'est moi. Puisque parfois, en CSE, ça va être la personne qui pilote l'entreprise. Donc, wow. J'ai décidé de persécuter Jérôme. Alors, si tu cherches à déjouer le contenu, Jérôme, comme mon contenu, il a de la valeur... Mais vous exagérez. Je ne peux pas vous le dire, c'est pareil. Ah oui, j'exagère. J'exagère. Ben, je vais vous donner 2 exemples. Et ça y est, on est en confrontation. Mais 2 exemples, c'est mort. En fait, c'est l'inverse que nous dit Cartman. C'est si je veux répondre sur le contenu, c'est pas tout de suite, parce que je suis pas en état, puisque je viens de me faire accrocher par l'agressivité. Donc je vais pas y aller tout de suite. Je vais attendre un peu. On va vérifier ce qu'il y a derrière. Tu pourrais tenter ça. Bonjour, monsieur Agnès. Voilà. Nous sommes ici parce que je suis déterminé à vous écouter. Donc, je vais écouter jusqu'au bout ce que vous avez à me dire. Voilà. Et moi, j'ai besoin d'évoquer avec vous cette perte de confiance, parce que mon premier objectif, c'est de la regagner. Avec ça, si je reviens, il faut que j'ai un culot monstre pour revenir. Alors, il y a des gens qui le font. Il y en a qui reviennent. Hein. Ah, il y en a qui ont du culot, hein. Il y en a qui reviennent. Hein. Mais ça, on verra. Je peux peut-être revenir 2 fois, mais si lui, il tient le coup et que je reviens une 3e, vous savez quoi? C'est moi qui suis en train de me discréditer. Après, on se posera la question, il y a des gens qui s'en fichent de se discréditer, puisque de toute façon, ils ont décidé de jouer un rôle et de jouer une partie toxique. Une partie de jeu toxique, c'est compliqué. Alors, il y a des personnes très jeunes ici, puis il y a des personnes qui sont de ma génération et qui vont se souvenir d'un slogan pour une console de jeu. La console de jeu Sega. Il y avait un slogan. Sega, c'est plus fort que toi. Les gens qui ont décidé de jouer une partie toxique sont plus forts que nous. Donc, de toute façon, on va décider d'autres outils pour, comme tu disais, rentrer avec l'intégrité, dormir tranquillement et pas me réveiller à 3 h du matin avec... Tu te rends compte ce qu'il a osé me dire? C'est quand même une honte. C'est moi qui dors pas en plus. Bon. Je vais surtout pas là-dedans en premier. C'est notre seule discipline qui est... Il faut que j'apprenne à faire ça là-bas. Donc, ça peut se faire. Allez, je te fais sauveur. De toute façon, monsieur Lefebvre, vous n'avez aucun vrai pouvoir. Hein. De toute façon, ce n'est pas votre faute si vous ne faites rien. C'est probablement à cause de la direction. Vous, on ne vous en veut pas d'ailleurs. Je tiens à vous le dire, hein, pas vrai? On ne vous en veut pas du tout. Voilà, du coup, je suis peut-être plutôt le DRH. Je ne suis pas le directeur de l'entité. Et donc, j'ai quelqu'un qui m'envoie ça, qui est assez pénible, puisque moi, dans cette instance qui est le CSE, moi, je représente cette direction. Et donc, si on dit à moi que j'ai aucun vrai pouvoir, c'est dur à encaisser. Alors, il y a... Dans le monde des ressources humaines, j'ai rencontré des gens qui sont découragés et qui disent « on n'a pas de vrai pouvoir ». Et je me suis retrouvé dans ma position plutôt de recul, d'évoquer avec ces personnes « tu es en train
de faire ce que nous avons besoin de travailler, qui est si toi tu n'y crois plus, alors évidemment c'est paumé. Donc si tu n'as pas de vrai pouvoir, ils vont pouvoir l'utiliser contre toi. Tu as besoin de trouver à quel endroit se trouve ton pouvoir. Moi, si quelqu'un m'accuse d'être impuissant, bah, il faut que je me rappelle que je peux remercier la personne de son intention de sollicitude à mon égard, et je vais lui rappeler aussi que je sais à quels endroits j'ai une marge de manœuvre. Je vais surtout pas lui dire, c'est pas exact d'affirmer que je n'ai aucune marge d'action, monsieur. À quoi ça servirait d'avoir un organigramme, ou un CSE, Je vous rappelle que je suis responsable de cette Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur Lefebvre. Mais je ne suis dans aucun état. Vous n'êtes pas entendu. Je vous vois bien susceptible. Ce n'était pas contre vous. Et voilà, j'ai continué à gagner ma partie, à essayer de le sauver, de le caresser dans le sens du poil. Et lui, il n'en peut plus, ça l'énerve. Donc, ne va pas là-dessus, mon GG, va plutôt sur des jouer le rôle. Déjà, je vous remercie de votre sollicitude, monsieur Agnès, puisque vous vous interrogez sur comment je vis d'avoir plus ou moins de pouvoir. Moi, on va regarder ensemble, puisqu'on a cette réunion, sur quoi je peux agir. Alors là, ça va être difficile pour moi de continuer à le faire. Je peux le faire, rappelez-vous, je peux le faire. Hein. Mais ça va commencer à se voir. Hein, surtout si c'est en public, ça va commencer à se voir. Et là, je commence à gagner des parties stratégiques qui sont intéressantes. Quand vous entendez dire « il peut continuer », en fait, on a tendance à trop regarder le méchant de l'histoire. Moi, ce que je veux, vous vous rappelez, je veux rentrer chez moi en me disant « j'ai gardé mon intégrité, j'ai gardé ma dignité ». Il peut revenir une deuxième fois, il peut revenir une troisième fois. Nous, on va vous donner, des fois qu'il nous arrive quelque chose, un conseil d'amis que vous n'avez pas demandé, c'est un peu sauveur. On va vous dire, si la personne vous attaque une fois et vous faites une réponse digne et intègre, une deuxième fois, vous faites une réponse digne et intègre. Comme on dit jamais 203, nous on dit pas ça, on dit vous avez la permission maintenant de vous retirer. Vous avez affaire à quelqu'un qu'on appelle plutôt toxique. La situation est toxique ou la personne est intoxiquée dans les jeux. Arrêtez, parce qu'on ne peut pas gagner contre les gens toxiques. Bien sûr, bien sûr. Ou demander de l'aide. On a le droit de demander de l'aide, c'est OK. Mais parfois on s'acharne. Donc priorité toujours au rôle, et après celui-là, surtout on n'y va pas. Le petit dernier pour la route, on ne sait même plus à qui vous s'adresser, je vais vous dire. On n'est même pas entendu, on sait pas quoi faire. Là, j'adore, parce que je suis là, je l'écoute. Et il me dit, on ne sait même plus à qui, ben je suis là. On n'est même plus entendu, mais je t'écoute. Donc je suis un peu désespéré d'avoir la personne désespérée. J'ai envie de me défendre, donc j'ai envie de répondre sur le contenu des âneries. Comme, c'est pour toi à ça que ça sert, notre rendez-vous d'aujourd'hui. Ouais, mais je dis pas ça pour vous, c'est avec bon, cette tête. que je vous dise. Je dis pas ça pour moi, alors à qui voulez-vous le dire je sais plus. Ah voilà. Il y a eu des moutons avec des au début, ça marche pas. Moi, j'entends ici une personne qui est en train de jouer un rôle victime. Il faut que j'arrive à déjouer. Alors, parmi les choses que j'ai à faire, c'est vérifier si elle a une demande plutôt qu'une complainte. Et vérifier aussi, peut-être, si je peux trouver un point pour valoriser son intervention. Et je vais lui dire, vous avez fait la première étape essentielle en demandant à être entendu. Moi, je me mets à votre écoute ici et maintenant. On a eu une fois un jeu de rôle dans une de nos instances où on avait une personne, une directrice des ressources humaines, et il y avait une représentante du personnel qui venait avec une personne qui avait fait une dépression, qui était sous cacheton. Et donc, quand on a fait le jeu de rôle, elle avait un peu surjoué. Elle avait personne qui effondrée comme ça, qui pleurait sans arrêt. Et la représentante du personnel dit, mais voilà dans quel état elle est, on ne sait plus quoi faire, personne ne fait rien. Et donc, on a tourné, puis il y a plusieurs personnes qui ont donné un conseil. Et puis à un moment donné, il y a une des personnes qui est venue et qui lui a dit, essaie de dire ça. Et donc, elle s'est levée. Elle s'est assise à côté de la personne qui était en dépression et elle a regardé la représentante du personnel et elle dit voilà, moi aujourd'hui, vu l'énergie que vous mettez, vu ce que vous venez de faire, je vous dis bravo et moi je m'engage ici et maintenant à m'en occuper tout de suite. Vous pouvez attendre dans mon bureau, vous pouvez attendre que j'intervienne. Donc le conseil qui lui a été donné, les deux personnes qui étaient en jeu de rôle, elles étaient supposées, si elles pouvaient escalader. Et ils ont dit là on peut plus. On sait pas quoi faire puisque on est pris par une personne qui intervient, qui nous dit qu'on a bien fait de venir, alors que on espère bien que notre grande scène de théâtre exagérée lui fasse perdre ses gonds. Et c'était un joli exemple de la puissance qu'il y a quand soi-même, on se met en position basse, face à quelqu'un qui s'est mis en position de victime. Moi, je peux rester en position basse, c'est pas victime. C'était la puissance de la position basse qu'on apprend parfois en coaching, qu'on apprend en accompagnement personnel. Tout à fait. Donc toujours la même logique, la priorité, on s'occupe du rôle, on s'occupera du contenu après, sinon on va se faire avoir, on va se faire attraper. Voilà, ça, si on a le conseil à donner, c'est celui-là, c'est ne nous occupons pas, ne plongeons pas dans le contenu, on va d'abord traiter. Après, c'est un entraînement de traiter le rôle, parce qu'on se fait accrocher, rappelez-vous, il faut une résistance. Ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça derrière? On vous l'a dit avec Jérôme, c'est si je fais des belles propositions et que la personne ne sort pas,
je commence à avoir un doute sur si ça se trouve les intentions ne sont pas si positives que ça. À qui profite le crime? Pourquoi est-ce que la personne continue à m'agresser? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça? Il y a un autre problème. Dans ces cas-là, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Je redonne cette permission qui est vachement importante, qui est j'ai le droit de demander de l'aide. Je ne sais plus faire, j'ai le droit de demander l'aide, je suis fatigué. Alors il y a des instances pour ça. Je donnais un exemple dans une autre conférence où je disais que moi j'ai eu un besoin de demander de l'aide à un moment donné, juridique, à un avocat, parce que la personne avec qui je discutais, elle avait sûrement une console Sega, elle était plus forte que moi, et elle jouait un jeu très toxique, et donc je n'arrivais plus à avoir des réponses qui étaient audibles. Et c'est donc l'avocat qui avait pris le relais, qui s'était occupé, qui m'a dit « Attends, arrête ». Je dormais plus, j'avais perdu ma santé, hein. C'était pas terrible. Donc on peut demander de l'aide aussi autour de soi, peut-être des confrères, vous êtes dans une belle association où il y a peut-être des partages aussi, des échanges possibles. De temps en temps, ça vaut le coup. Et puis, ce fameux lâcher-prise, il nous arrive parfois de dire « Bon, je suis très optimiste sur les intentions, je fais des crédits d'intention, mais je ne suis pas évangéliste, hein. Je sais que de temps en temps, il va falloir que je parte tranquille, que je lâche prise et que j'arrête de me battre contre des moulins à vent. Ça peut arriver. On a une permission, c'est la joue droite et la joue gauche. Comme on n'a pas de troisième joue, je suggère que quand vous avez tendu la joue gauche, si vous prenez une deuxième claque, je ne sais pas vous, moi j'ai pas très envie de continuer. Ça va. Et donc il y a un art aussi de se retirer, de dire à quelqu'un, temps mort, ok, on est dans une impasse, et il y a quelque chose de précieux à dire à ce moment-là qui est je m'enfuis pas, c'est je vais revenir, je vais reparler de ça avec toi, pas aujourd'hui. Là, on est dans l'impasse. Et donc, d'apprendre à se retirer avec encore un peu de dignité et d'intégrité. Si j'osais, je vous dirais, parce qu'on arrive à la fin de notre intervention, mon premier objectif, c'est pas de déjouer l'autre, c'est de garder mon intégrité et ma dignité dans une situation où, si ça se trouve, l'autre n'a que de bonnes raisons de venir jouer avec moi sa partie. Il y a des situations qui sont pourries. On a traversé une période où on avait des conflits sociaux qui étaient incroyables. Et c'était bloqué des deux côtés. Et les deux disaient non. Donc c'est quand on est au milieu et qu'on est sur le terrain, on doit défendre des situations qui sont intoxiquées. C'est pas nous qui sommes toxiques, c'est la situation qui est devenue un bain toxique. Donc si je vais à une réunion sociale où on sait déjà que de toute façon on va pas pouvoir négocier puisqu'on n'a rien à donner, on n'a rien à prendre, ben on vient juste pour prendre des coups. Ou alors on se met d'accord en disant bon alors statu quo, hein, je retourne, toi tu vas là, voilà, et on leur dira qu'on s'est bien fâché. Ce serait une version, dans mon livre à moi, imaginaire et romantique, de on va pas se battre, alors qu'on n'a aucune raison de se battre, toi et moi. Pierre, peut-être que lui, il est d'un autre bord politique, social, d'un autre bord religieux. Et puis on se retrouve au milieu. Vous savez quoi? Il paraît que les politiques font ça. Il paraît qu'ils se crêpent le chignon devant les caméras pour montrer qu'ils sont pas d'accord. Et après, ils vont dîner ensemble. Tu passes à la maison samedi, il y a un barbecue. Bien sûr. Sinon, votre loi là, pourrie, là, on la votera pas. Ouais, hein. je sais, mais viens manger, il y a une petite côte de bœuf là, tu vois. Tu l'as fait à ta manière. Ouais, c'est bon. Bon, et nous, là, ça se passe comme ça. C'est quoi ce délire? Bon, on vous a préparé un deuxième petit bonbon, comme tout à l'heure, en vidéo, en 2017. Le docteur Steven Karpman, qui est devenu un ami au fil du temps, on est devenu très très copain avec lui. Et il nous a fait un beau cadeau, il est venu faire une conférence, et l'après-midi, on avait un peu de temps pour préparer la conférence. On était à Paris, au Trocadéro, dans un amphithéâtre aussi, et il nous a accordé une interview de 3 minutes. C'est lui qui a le dernier mot. Comme ça, vous voyez qu'il est encore bien là, il est encore bien en vie, et c'est lui qui va nous donner le mot de la fin, et après, peut-être on se fait des échanges. Si vous avez des questions, des choses que vous avez envie de partager avec nous. I analyzed basketball and football games, and I had season tickets to San Francisco 49er games, and I noticed that the quarterback would look one way and then a major fake the other way, and people would go that way and they'd throw it a third way. So I started just for the fun of it, because it was the 1960s and creativity was in the air and people just inventing new things, and Byrne was brainstorming new ideas. So just one day I decided to see if I could find a diagram, because Byrne had taught us, don't say anything you can't diagram. But I just happened to sit down with a pad of paper, and 30 pages later I had the triangle. Well, actually 29 pages later I had the triangle with the trickster at the top. That's the trickster being the one that's pulling the switches and so forth. Or in basketball, it's the coach who's making the plays, or in football. But then I made it simpler, because Byrne said, always apply Occam's razor. Just keep whittling down with the razor on any scientific idea until you get to the kernel, like equals MC squared or something. So I kept working on it until I got the triangle, and
named it persecutor, rescuer, and victim. And I just put it on the board for my patients to see. I never told Byrne for 2 years. I didn't tell him about the idea. And when I showed it to him, he said, "Oh, write that up, write that up. People be quoting you for 200 years." I said, "Oh, well, okay. Well, it's been 50 years." But I applied his principles of don't say anything you can't diagram and write it, and always apply Occam's razor, and then the last one is write it up in layman's language. And it just caught on. When you look at all three roles, then you understand everything better. But most people use a triangle just as the rescuer to victim. You get caught in a situation where a rescuer winds up saving the victim. It's actually being a martyr and sacrificing a lot by taking care of somebody. But that's just what you see on the surface, which is important. It's the way everyone uses it. And I don't know if many people will take to the compassion triangle, which is to show that there's reasons underneath it all to explain why they're in that game. Tabby Kaler once told me, you're lucky you lived this long in order to see yourself as a legend. So I'm thinking, wow, my drama triangle is really out there, and it's used everywhere, and it's a big part of the KPM package, and I thank you for putting it all together and giving it a name. Et voilà, un grand merci donc de partager ce moment avec nous. Si vous avez envie d'échanger, de continuer, de poser des questions, de raconter une anecdote, voilà, parce que je sais que c'est un sujet croustillant, il y en a, hein, il y a quand même pas mal de choses. Nous on est là, on est présents pour vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser par rapport à ce que vous avez entendu? Parce qu'on s'est mis au format conférence, donc il n'y a pas beaucoup d'espace pour les échanges. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de challenger? J'ai un micro pour les questions. C'est pas le bon. Oui. Là, j'ai un micro. On va voir s'il est bon. Ici. Je vais faire le passeur de micro. Vous pouvez faire passer. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup pour votre partage. J'ai deux questions. La première, c'est sur la permission d'un triangle compassionnel. Il y a un truc que j'ai pas bien saisi, j'aimerais bien que vous y reveniez, que vous disiez tu as le droit de me dire, tu as quelque chose à me le dire, dis-le-moi, mais m'attaque pas. Enfin, et cette phrase-là, le m'attaque pas, il me paraissait un peu. Je l'ai peut-être pas bien compris. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est sur le se retirer. Concrètement, quand on est en CSE assis en face et que il revient, on ne peut pas sortir de la pièce et dire ça pue. Donc concrètement, on fait comment à ce moment-là pour réussir à se retirer? On arrête de parler au bout d'un moment? Enfin, c'est quoi Alors, la première, je la première, ouais, d'accord. Tu prends? Oui, la première, oui. Toi, tu prends? Oui, oui, prends. Dans le triangle compassionnel, on a un outil pour gérer quelqu'un qui me persécute alors qu'il a quelque chose peut-être d'important à me dire. Donc l'état d'esprit, nous dit Steve Karpman, dans lequel je me mets, qui est un état d'esprit, une décision que je prends, qui est, pour moi c'est permis, c'est complètement OK d'aborder n'importe quel sujet avec moi, y compris une erreur que j'aurais commise, y compris me faire un grief, me faire un reproche, on peut aborder. Ma seule demande, ma seule négociation, c'est je suis OK de l'entendre, et je suis confort de l'entendre, si ce grief n'est pas en plus assorti d'une persécution. C'est une espèce de... Voilà, c'est une négo entre OK pour aborder le sujet, pas OK pour être ta victime ou pour me laisser persécuter. Je ne suis pas d'accord. Donc j'offre une jolie permission à l'autre, tous les sujets sont OK. Et il n'y a pas une chance que ça tourne en mode non, mais je ne suis pas en train de te persécuter. Alors, comme la personne vient de le refaire une deuxième fois, je vais pouvoir, moi, réintervenir en disant si tu n'es pas en train de me persécuter, c'est OK pour moi, on peut y aller. Qu'avais-tu à me dire? Et j'attends la suite. Et j'attends la suite. Et si la suite est encore polluée par le rôle, au point que j'entends pas le contenu, et que j'entends que des reproches et des critiques, on n'avance pas beaucoup. Je vais prendre le relais là-dessus, puisque c'est la suite de votre question qui va. Alors, moi, je lui dis, je t'écoute, s'il te plaît, soyons civils. Mais je suis civil. Du coup, je t'écoute. OK. Vous avez donné la solution, hein, parce que si je suis coincé, je ne peux pas sortir de ma chaise, sinon je perds ma dignité, mon intégrité, parce que j'ai fui le CSE. Vous
pour ça qu'on s'est fendu d'un panneau qui est pas angéliste. Donc, quand je suis coincé face à quelqu'un de toxique, la première des choses à faire, c'est d'arrêter d'essayer de négocier. Et donc, je vais mettre dans ce que je viens de dire, qui est l'écoute. Et donc, une chose qu'on va suggérer, qui est le point d'ordre quand quelqu'un est en mode persécuteur, c'est que la personne doit comprendre que j'accuse réception de ce qu'elle me dit, et que si elle me provoque pour que je réagisse à la manière dont elle me le dit, bon, je fais 2 tentatives qu'on appelle compassionnelles, j'en fais pas 3, et à la fin, j'écoute et je note. Et la personne peut aboyer, et je note. Je peux rajouter une proposition. On le voit des fois dans les films, moi ça me fait marrer, parce que dans les tribunaux, des fois ça monte dans les tours, et il y a quelqu'un, souvent de sage, qui demande une suspension de séance. J'aime bien ce moment où les personnes s'accordent le droit de respirer. C'est écrit nulle part que je n'ai pas le droit de prendre une respiration. Il m'est arrivé, quand je suis un formateur et que j'ai une salle avec 12 personnes, et que c'est chaud. Ça peut arriver que ça soit chaud, ça ne m'arrive pas souvent, hein, mais ça peut arriver. J'ai eu des fois des moments costauds. C'est moi qui ai demandé au groupe une pause, j'en avais besoin, et je leur ai dit, moi, vous savez quoi ? Je reviens, hein, dans 10 minutes je suis là. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, il faut que je respire. Parce que la prochaine fois que je vais intervenir, vous savez ce que je vais faire ? Je vais commettre une erreur. Je le dis aux gens. Je fais ce qu'on appelle la métacommunication. Je leur dis ce qui est en train de se passer dans mon corps. Et j'ai très envie de vous répondre, et maintenant j'entends ce que je vais vous répondre, et je sais que c'est une erreur. Donc accordez-moi 10 minutes de pause, suspension de séance, et je reviens. C'est ça qu'on appelle se retirer avec dignité. Je reviens. Si avec tout ce que je viens de faire, peut-être ça se trouve, vous savez quoi, la dernière fois que je l'ai fait, la personne avec qui je m'embrouillais m'a couru après pour me dire « Non mais tu sais quoi, c'est pas contre toi, hein, je vais t'expliquer. » Ah, elle m'explique qu'elle avait des enjeux, qu'elle avait un historique, et que dans le contexte dans lequel on était, elle avait un truc à défendre. Et le truc à défendre, tenez-vous bien, vous savez ce que c'était ? Il fallait qu'elle démontre à son manager que c'est pas entre 4 murs qu'on apprend le management. Et qui en avait décidé de se payer ? Le pianiste. Voilà, donc elle était venue tirer sur le pianiste. Quand j'ai fait cette espèce de, vous voyez, de truc comme ça, alors c'est un peu scénographique ce que j'ai fait, mais c'était sérieux, c'est-à-dire que je sentais, je veux dire, moi, mon niveau de résistance, il peut, à certains jours, être très faible, parce que je suis fatigué, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, parce que je suis disputé avec ma gamine, parce que je sais pas quoi. Donc ce jour-là, je sentais que si je m'arrêtais pas, la prochaine, rappelez-vous, hein, Brise de Nice, je peux casser la personne sur place, moi. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je vais sûrement gagner un groupe qui est contre moi. Et tout le monde va venir sauver la personne en disant « Le formateur, il a été un peu, il faut dire, hein. Et j'ai perdu la partie. » J'ai adoré quand il est venu me courir après pour me dire « Il voulait me sauver. J'ai rien contre vous. Hein. » J'ai une anecdote vécue. Ça répond à la question. Une anecdote vécue. Alors, c'est la même histoire à l'envers. Je suis à Strasbourg, à l'équipe de l'égalité des chances au Conseil de l'Europe. Et je suis supposé venir présenter mes démarches pour avoir une communication saine dans laquelle tout le monde a ses chances. Bon, je commence à faire ma présentation. À l'époque, j'utilise un modèle qui s'appelle la process communication avec des types de personnalités. Et il y a un monsieur qui se lève et qui dit « Monsieur, les gens comme vous, on les connaît. Ils étaient là en 1939, ils sont revenus, on les reverra. À bon entendeur, salaud. Puis il se lève, puis il s'en va. » Salaud, il dit à la fin ? Oui, il a fait un mauvais calembour, mais pour moi c'était important, c'était une bonne indication, sans doute, de sa dynamique. Et donc, je reste un peu séché, et là il y a tout le monde médusé, et il y a une dame qui me dit « Faites pas attention, c'est un connard. » Et donc là je fais temps mort, et je dis « Ok, ça fait deux événements que je dois gérer. La première, c'est que je vais commencer par vous, madame, moi je ne peux pas entendre que ce monsieur ait ce que vous avez dit. Je vous rappelle que je suis dans le département de l'égalité des chances. Et je lui dis, visiblement ce monsieur est très en colère, et je vais vous demander, parce que là j'ai été séché sur place, une pause d'un quart d'heure, que je voudrais savoir où je peux aller lui demander ce qui se passe. Ah mais non, faut pas y aller. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est un ancien syndicaliste, on l'a foutu dans un placard doré. Et maintenant il fait chier le monde. C'était des DRH que j'avais là, hein, du département de l'égalité des chances au Conseil de l'Europe. Donc, je prends l'information, je ne peux pas la gérer. Je ne peux pas dire, vous êtes en train de me dire, vous l'avez mis dans un lieu de souffrance, parce que vous voulez vous débarrasser d'un gars qui vous gêne, et vous étonnez qu'il vienne tuer le pianiste. C'est ça. Je vais le voir dans son bureau, fait une pause. Il est assis tranquillement avec les 2 pieds sur son bureau, comme un prince, hein, dans son placard doré. Et il dit, vous êtes venu voir, fallait pas, hein. C'était pas contre vous, monsieur. Hein. Et donc, il m'explique
que c'est juste que ces événements à la gomme, là, tout ça, c'est pour se ventiler. Je vous passe les terminologies un peu rigolotes qu'il a utilisées, et je lui dis, vous avez attaqué mon intégrité fondamentale, puisque vous avez sous-entendu, je pouvais avoir des désobédiences fascistes, et du coup, je vais vous demander une réparation. Bon, oui, je vais vous demander de revenir, parce que moi, on sortirait par le haut tous les deux si vous revenez, et je vous propose vous n'êtes pas obligé de croire dans tout ce que je dis, mais je vous donne un rôle, si vous l'acceptez, de vigilance. Je vous propose d'écouter ma conférence jusqu'au bout, et venir me dire ensuite, de nous dire ensuite, si vous pensez que c'est valide. Et j'ai commis la pire erreur de ma vie. Il est revenu, il m'a donné le rôle de vigilante, à la fin, il a adoré ma prestation, et pourquoi c'était la pire décision de ma vie, par contre, je dors bien, hein, c'est qu'il est allé dire à tout le monde que mon truc c'était génial. Mais comme c'était la personne la plus détestée de tout le Conseil de l'Europe, j'ai littéralement perdu le client. Et j'aime cette histoire, parce que si j'avais su que je prenais le risque de perdre le client, bon, angéliste, mais voilà, pas tant que ça, donc j'aurais peut-être pas fait ça. Par contre, je suis fier de vous raconter cette histoire, parce qu'elle valide au moins la valeur du modèle lui-même, qui est le modèle de compassion. Je suis fier d'avoir dit à cette personne qui l'avait insulté, de dire, déjà je vais commencer par votre remarque, parce que je peux pas la prendre, il a forcément des enjeux, et votre histoire mais à l'envers, c'est moi qui sors pour aller chercher, je cours après la personne pour avoir une réponse. Merci pour ces deux questions. Est-ce que vous voulez partager peut-être des remarques, des choses que vous avez envie de nous dire? Pas des trucs comme ça, hein, s'il vous plaît, pas aujourd'hui. Les gens comme vous, monsieur, en 39. Non, on en a vu. Ouais, allez-y, sinon je récupère le microphone. On ne dit plus microphone hein, maintenant, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? J'accuse mon âge. D'autres envies de partager des choses, des anecdotes croustillantes, des choses? Eh bien, écoutez, nous restons dans les paras. Oui, tiens, j'ai pas vu. Une main se lève. Je vais te demander ton assistance, regarde, magnifique. Merci. Moi, je voudrais bien vous entendre sur la gestion de la mauvaise foi et la gestion des effets de groupe. Quand en instance, finalement, on n'est pas face à un individu qu'on essaye de canaliser, on est face à un groupe. Oui. Ça serait quoi vos conseils? Merci pour ça. Tu prends mauvaise foi, je prends le groupe. Allez, vas-y. Alors, on a un obstacle à passer avec la mauvaise foi, qui est la personne ne veut pas reconnaître quelque chose qu'elle vient de faire ou quelque chose qu'elle a dit. Donc là aussi, moi j'y vais par doucement pour essayer de sortir par le haut avec qu'est-ce qu'elle est prête à reconnaître dans ce qu'elle a dit. Parce que moi j'ai entendu des choses, donc on va confronter. Je fais ce qu'on appelle une technique, peut-être vous avez entendu, technique de confrontation. Mais confrontation, ça ne veut pas dire se battre, c'est pas affrontement. Hein. C'est confrontation, littéralement, c'est affronter ensemble le problème. Donc, est-ce que moi, je suis prêt à lâcher sur des trucs? Parce que dans la mauvaise foi, moi, des fois, je n'arrive pas à lâcher sur « je veux lui faire dire que quand même, il a dit ça ». Donc, je suis accroché à un truc. Et l'autre, il est hors de question que je reconnaisse que j'ai dit ça. Donc, comme on est tous les deux sur des positions très bloquées, en négociation, nous disons qu'il y a peut-être des choses que je peux lâcher. Donc, moi, mon travail, ça serait de me dire, vous savez, en négociation, on dit qu'on a un plancher ou un plafond, ça dépend comment on se place. Qu'est-ce que je vais être prêt à lâcher? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à lâcher? Donc, ça me permet d'assouplir un tout petit peu ma position, de montrer à l'autre que j'ai assoupli ma position, mais je peux lui demander et négocier qu'il fasse autant. Donc, on avance, c'est dur, hein. Avec Jérôme, on est allé jusqu'à oser écrire un bouquin qui s'appelle « Déjouer les pièges de la mauvaise foi et de la manipulation ». Dedans, il y a quelques... alors, c'est un peu difficile de toutes vous les donner ici parce qu'il y en a, mais il y a des petites recettes comme ça qui permettent de... Tiens, si on avance doucement d'un pas, lui il lâche un truc, moi je lâche un truc, peut-être qu'à un moment donné, on va sortir honorablement tous les deux de quelque chose. Par contre, j'ai lâché un truc, c'est on ne peut pas gagner à 100%. Enfin, sur la mauvaise foi, c'est pas possible. Si je dis à quelqu'un, ceci est un livre, il me dit non, c'est une feuille de papier, on part de très très loin. Ouais, voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, ça serait une partie de ma réponse. Et sur les groupes, Jérôme? Déjà, je voudrais vérifier quelque chose avec vous, parce que quand je regarde le contrat qu'on avait passé ensemble, il est 19h30, je suis donc encore autorisé à m'adresser à vous pour pouvoir vous répondre. Il me reste quelques secondes. Est-ce que c'est OK pour vous que je prenne le temps de répondre à la question? Comme ça, je me sentirai plutôt à l'aise. Je viens de pratiquer le protocole qu'on appelle le protocole compassionnel avec un groupe. Il vient de le faire. Alors,
je vous fais la réponse théorique, parce que je viens de vous montrer la pratique. En fait, l'effet qu'on appelle le protocole compassionnel, dans lequel je vais dans la zone P+, V+, ou S+, à l'inverse de persécuteur, sauveur et victime, est l'application d'un système, d'un triptyque de valeurs qui sont des valeurs qu'on devrait activer ensemble quand on est en posture de leadership. Quand je parle de leadership, je ne parle pas de management. Le leadership n'est obtenu que si vous m'accordez à moi le pouvoir que je suis supposé avoir. Par exemple, je vous ai rappelé le cadre qui est celui que nous étions convenus de mettre en place pour notre conférence, qui était que ça s'arrête à 19h30. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pour le plaisir de la démonstration. J'ai commencé par rappeler le cadre pour que tout le monde se rappelle que je ne vais pas prendre le pouvoir sur votre temps ce soir sans avoir rappelé qu'on avait un cadre. Ensuite, je demande une permission qui est: est-ce que ça vous va que je puisse répondre à la question, que j'entre dans, que je sorte du cadre temporel. Vous m'avez fait oui, il y a même des gens qui ont souri. Il y en a qui étaient en train de s'endormir, qui se sont réveillés. Parce que moi, je vous vois tous, et je vois des gens qui capotent, il est 19h30. Vous avez bossé toute la journée, et ça, c'est mon déplacement qu'on appelle S+. Je dois avoir de l'empathie pour tous ceux qui aimeraient bien que je réponde à votre question, mais qui voudraient aussi rentrer. Et donc, je vous demande à vous de m'aider en disant: est-ce que c'est OK pour vous, que je voudrais bien finir, et en même temps, vous m'aidez, vous m'accordez cette aide, et je finis en disant que moi, j'ai plutôt envie que vous preniez du plaisir à ma présentation. Et quand je fais ça, je fais dans la zone qu'on appelle la sincérité. Les 3 valeurs sur lesquelles, dans un autre contexte, ça peut évidemment servir dans le thème qu'on avait ce soir, faciliter le dialogue social. Il y a aussi comment je me positionne quand j'ai un rôle à jouer dans un rôle social. Par exemple, de manager, de leader, de directrice des ressources humaines, de représentant du personnel. Et nous, on dit, il y a un triptyque qui je dois montrer 3 valeurs. La première, l'autorité. La deuxième, l'empathie ou la solidarité. Et la troisième, c'est la sincérité. Est-ce que quand je m'adresse à vous, vous vous dites: il nous dit ce qu'il pense, je vois qu'il est fatigué, il nous le dit, je vois qu'il est en colère, il nous le dit, il est sincère. Je sais qu'il tient compte de notre confort, de nos besoins. Il a à notre égard, ou elle a, à notre égard, de l'empathie. Et dans le travail, dans le dialogue social, c'est fondamental de pouvoir faire entendre à nos partenaires que nous comprenons leur point de vue. C'est ça la chose la plus précieuse qu'on appelle la solidarité. Ça peut dire: j'adopte votre point de vue, mais je me mets de votre côté du monde et je vois ce que vous voyez. Du coup, la colère que vous exprimez elle n'est pas démente pour moi. Peut-être qu'elle est excessive, peut-être que là, elle est trop violente, mais je comprends ce qui se passe. Ça, c'est la solidarité. Et le dernier, qui est l'autorité, c'est comment est-ce que je peux montrer à la personne que, ici, j'ai une légitimité dans le dialogue, une légitimité dans les contenus, une légitimité dans les décisions, et peut-être un rôle à jouer. Et là, je me tourne vers tous ceux parmi vous qui êtes ou avez été les responsables du CSE du côté de l'entreprise ou l'organisation, où là, vous avez un cadrage à faire avec les gens. Une des choses sur laquelle on peut s'amuser mentalement à dire: tiens, j'ai un nouveau CSE, il n'y a que des nouveaux, tout le monde est nouveau, et donc j'ai une situation rêvée, c'est que je peux reposer le cadre. Donc, quel est le cadre d'autorité que je vais poser? Quelle est la preuve de solidarité, de compassion, d'empathie que je vais démontrer? Et l'empathie, la compassion que je vais demander à mon égard, parce que je vais demander à mes partenaires de m'aider. Et ensuite, quel est mon degré de sincérité? Et bien, c'est sur le troisième qu'on a le plus de mal. C'est qu'on a beaucoup de mal à lâcher, parce qu'on a l'impression, quand on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on croit, ce qu'on voit, ce qu'on vit, en particulier face à la mauvaise foi, le sentiment qu'on a souvent quand on a un rôle, c'est de dire: si je vais là, ils vont abuser de ma fragilité, parce qu'on se rend vulnérable. Si je vous dis, je me sens désarmé aujourd'hui parce qu'on est dans une situation qui est bloquée. Nous étions venus, je vous le rappelle, pour qu'on prenne une décision par rapport à cette nouvelle disposition qui a été proposée par la direction, et nous sommes arrivés à un point de blocage. J'ai cherché pendant notre conversation, notre réunion, j'ai cherché avec vous des points de rencontre, et nous n'en avons pas trouvé. J'ai pas envie de me prononcer sur qui a tort ou a raison, qui est de bonne ou de mauvaise foi. Là, je me retrouve dans la situation qui est: on arrive à la fin de notre CSE, et on n'a pas trouvé de solution. J'en suis triste, parce que j'avais vraiment envie qu'on trouve quelque chose. Vous voyez, cette boucle-là, elle contient les 3 dedans. Et donc, il y a quelque chose à aller chercher. Alors, bien sûr, là, je donne un exemple, mais moi, simplement,
Moi, je ne suis pas. Non, j'ai pas en face de moi les partenaires qu'on m'a parfois décrits. On m'a d'ailleurs parfois décrit des partenaires qui étaient plutôt de qualité, et c'est pas toujours les mêmes qui commettent les erreurs dans la relation. Donc, il y a une martingale qui demande un entraînement, et je vous le repose ici. Hein. Quand la mauvaise foi, c'est un papier, du papier, c'est pas avec les arbres qu'on fait le papier. Bon, bah, je dois décider que je fais quoi? Je me bagarre parce que la personne me dit qu'elle n'a jamais dit ça, ou alors je prends soin de moi. Donc il y a, nous, la personne qui va arriver en numéro 1, je pourrais en faire ma conclusion dans notre approche, c'est que c'est vous la personne la plus importante du monde au moment du conflit. Donc vous devez vérifier que vous gardez votre intégrité, votre dignité, parce que sinon ce sera utilisé contre vous. Et peut-être que parfois, il faut lâcher. Et face à la mauvaise foi, qui peut être justement un stratagème pour vous faire craquer, pourquoi j'irais craquer? Je lâche. Je vous le montre parce que, tiens, voilà ma démonstration, il y a des gens qui ne veulent pas abandonner. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas laisser dire que le papier c'est pas fait avec les arbres. Alors on s'accroche au crayon comme ça. Et en fait, si je lâche prise, je vais lui dire, tiens, prends-le. Voilà. Alors que l'autre démarche, un peu plus loin, c'est, tiens, prends-le. D'accord, il y a c'était avec des poissons. Et en fait, quand je fais ça, j'ai tout perdu, puisque la personne, en fait, elle a gagné, puisque j'ai validé la connerie qu'elle disait, et en plus, en position complètement nulle, et j'ai jeté le truc par terre. Elle va peut-être même pas le ramasser, la personne, qu'elle s'en foutait. Bon, voilà. Ouais. Après, je pars un petit peu... Juste un petit truc pour le groupe que je rajoute, ça me fait penser à ce que tu disais, c'est en creux, c'est « je commets aucune erreur ». C'est-à-dire, jamais une fois on pourrait me reprocher d'avoir persécuté, jamais une fois on pourrait me reprocher d'avoir joué sauveur ou joué victime. Donc déjà, cette discipline-là, elle est costaud. Dans les groupes un peu dont je parlais, ça arrive d'avoir des groupes un peu chauds dans ma dynamique, déjà, à la sortie, je ne pense pas qu'il y en ait un qui puisse dire il a commis une erreur. Donc ça serait une belle discipline collective parce qu'on se fait des alliés, alors que quand on joue, les dynamiques de groupe fait que ça se retourne plutôt contre nous, quand on participe au jeu, quoi. Ouais. Bref. Ok, super, merci pour ces questions-là. Est-ce qu'on dit que... Comme disait Jean-Claude, qu'on conclut? On est sur le point de conclure, enfin je ne sais plus comment on dit. Alors, aller dans la paix sociale. Voilà. Ah non, mais non, pas ce genre de conclusion tout de même. Bah non, c'est capté, c'est enregistré ce que tu dis. Non, tu coupes. C'est Thomas qui va faire. Aller dans la paix sociale, mais jamais tu Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Je vous donne, moi, rendez-vous le 30 et le 31 janvier 2024, ici, sur l'île de la Réunion, pour notre programme de formation « Comment faciliter le dialogue social au quotidien ». Et je vous donne rendez-vous, ici, sur l'île de la Réunion, les 1er et 2 février 2024, pour ce programme « Faciliter le dialogue social au quotidien ».